Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence inaugurale du diplôme universitaire Soins de répit, prévention et accompagnement des proches aidants. Diplôme qui est porté par Sorbonne Université, avec le professeur Similovski qui va me rejoindre, et avec le soutien du groupe AXA, du fonds AXA pour le progrès humain, qui soutient aussi cette initiative. Je voudrais saluer d'abord nos étudiants, puisque cette conférence s'inscrit dans un programme d'enseignement. Peut-être ils peuvent lever la main pour qu'on les repère. 25 étudiants de la première promotion. Voilà, vous pouvez vous applaudir. De la première promotion du nouveau diplôme universitaire. Donc on est très heureux d'avoir démarré ce matin les enseignements. Je salue aussi plusieurs représentants du comité pédagogique et de ce qu'on appelle la communauté d'intérêt scientifique qui gravite autour de ce diplôme et qui vient le nourrir et l'enrichir. Avant d'accueillir Vincent Valenduc qui nous fait l'amitié de venir partager sa double expérience de soignant et d'aidant, je voudrais laisser la parole pour un petit mot de bienvenue au professeur Similovski. Et puis on écoutera après Diane de Perrois. Merci beaucoup Henri. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt. Je vais être très bref, juste pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à la faculté de santé Sorbonne Université. Donc comme Henri l'a dit, le DU est co-animé par la Fondation France Répit d'une part et Sorbonne Université d'autre part. Ça s'inscrit aussi en parallèle avec l'investissement de l'assistance publique hôpitaux de Paris dans un projet de maison de répit en région parisienne qui devrait ouvrir fin 2026. On est optimiste, il n'y aura pas de retard. Et donc tout ça, l'assistance publique d'un côté, Sorbonne Université de l'autre, ce sont des marqueurs institutionnels importants de la présence, de la prégnance de l'aidance et de la reconnaissance de l'aidance par des institutions qui n'ont pas été forcément dans les premières à s'intéresser au sujet. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction et de plaisir que je vois ce DU commencer et que je vous souhaite une excellente conférence et une excellente soirée ensuite. Merci Thomas. Je vais à présent laisser la parole à Diane Miron de Perrois. Alors je crois qu'il y a des... On peut bouger les diapositives, mais je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. Alors le temps de... c'est là, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Chère Diane, merci de venir participer à cette conférence. Vous êtes d'abord la marraine de cette première promotion et on vous remercie d'avoir accepté de soutenir aussi par votre présence cette première promotion. Vous êtes directrice générale d'AXA Santé et Collective, membre du comité exécutif du groupe AXA. Vous êtes aussi coprésidente de la commission de la réforme de la protection sociale au MEDEF et depuis peu, me semble-t-il, présidente du conseil d'administration de l'Agir Carco. Vous êtes une femme engagée. Vous avez aussi d'autres mandats dans le domaine de la protection sociale. Le groupe AXA est lui-même très engagé sur la question des aidants. Vous êtes aussi, parce qu'on se connaît depuis quelque temps, une femme de cœur. Donc c'est vraiment avec beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir qu'on vous accueille. Et on vous remercie à nouveau d'avoir accepté d'être la marraine de la première promotion. Je vous laisse la parole. Cher Henri, merci beaucoup pour ces mots d'accueil, chers tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous rejoins parce que je pense que ce diplôme universitaire qui deviendra peut-être un DIU, eh bien, c'est aussi le diplôme du cœur parce que je pense qu'on ne peut pas penser à tous ces sujets-là sans penser à notre entourage. Et pourquoi est-ce qu'une entreprise comme la mienne, et puis au travers de mes mandats, notamment l'Agir Carco, je crois qu'il y a des groupes de protection sociale qui sont ici présents, madame, je crois que vous représentez l'APICIL, eh bien pourquoi avons-nous envie de travailler sous l'angle de l'action sociale avec vous? Eh bien c'est parce que finalement ce sujet des danses, c'est un sujet sociétal. Et en fait, personne n'a tellement envie de le regarder. Et finalement, on commence à le regarder lorsqu'on s'y trouve confronté. J'aimais beaucoup la citation qui était là tout à l'heure. Écoutez, je crois que le week-end dernier, j'ai
été la parente de mes parents et je me retrouve dans votre citation très clairement, cher docteur. En fait, je me suis beaucoup occupée en tant qu'ancienne DRH de regarder les sujets d'absentéisme. Et vous savez que l'absentéisme en entreprise, c'est quelque chose qui connaît une croissance absolument énorme pour tout plein de raisons, mais qui du coup questionne aussi la façon dont les entreprises peuvent s'organiser avec l'allongement de la vie au travail et puis l'allongement de la vie tout court. Et lorsque vous êtes salarié en entreprise, bien, vous n'arrivez pas en laissant votre bagage personnel à la porte, vous arrivez en faisant c'est-à-dire en étant comme vous-même avec votre environnement. Et donc, nous avons regardé les sujets liés à l'absentéisme et on s'est rendu compte que de plus en plus, nous sommes les uns et les autres aidants. Bon, une génération, c'est... Alors, autrefois, on avait les enfants plutôt entre 20 ans et 25 ans. Maintenant, on les a plutôt entre 25 et 30 ans. Mais donc, vous additionnez, vous retrouvez vos parents quand vous prenez un tout petit peu d'âge dans l'entreprise. Et du coup, même si la société et les entreprises mettent en place des congés pour aidance, on se rend bien compte que ce sujet, il est présent et qu'il faut pouvoir le regarder. C'est pour ça qu'on a souhaité, au travers de nos actions de mécénat que vous rappeliez, élargir nos soutiens, nos actions à la sensibilisation, à des diplômes universitaires, mais aussi à tout ce qui est action de mécénat sur le grand âge. Comment peut-on appréhender mieux, après le plan Alzheimer, qui a été une première étape, mais appréhender mieux ce que la société qui est la nôtre va devoir affronter. Et puis, j'ai eu l'opportunité de visiter votre belle maison de répit à Lyon, une maison au personnel si humain, même si la maison est très belle, le jardin très beau. Je pense que sans le personnel, sans à la fois ceux qui sont salariés, mais aussi les bénévoles, on ne fait pas société, on ne fait pas maison tous ensemble. Donc, quand on m'a demandé d'être marraine, je me suis dit que, il y avait sans doute quelque chose pour pouvoir accompagner ce mouvement. Donc, je voudrais remercier aussi la Sorbonne de monter ce type de diplôme qui aidera à sensibiliser le grand public, puis à sensibiliser tous ceux d'entre nous qui seront confrontés, ou professionnellement, ou personnellement, ou les deux, à ces situations-là. Puis je crois que nous vieillirons tous, et puis que nous serons peut-être très heureux d'avoir une génération qui prendra la relève pour nous, parce que c'est aussi comme ça qu'il faut se projeter. Et pour conclure ces quelques mots, je voulais vous dire que j'avais quelques phrases que j'ai pu glaner, que j'avais envie de partager avec vous, qui dit finalement que la grandeur d'une société se mesure à la manière dont elle traite ses membres les plus vulnérables. Et une entreprise, comme celle que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, AXA, ou bien l'Agir Carco, au travers de toutes les actions sociales qui sont déployées sur le terrain, elles font aussi société, elles travaillent auprès des grands aînés, et c'est aussi une façon, en aidant ce diplôme, de prendre sa part en tant qu'entreprise citoyenne, en tant que caisse de retraite. L'Agir Carco, c'est notre caisse de retraite à nous tous qui avons été salariés du privé, voilà. Et puis aussi maintenant, nous accueillons les salariés d'ex-régimes spéciaux. C'est aussi comme ça qu'on va s'occuper des membres les plus vulnérables. Et cette citation, elle est toute bête, mais elle vient d'un grand monsieur qui s'appelle Gandhi. Je me disais que c'était pas mal de le partager avec vous. Merci de votre attention. Merci Diane, merci pour ces mots. On va, si vous voulez bien, accueillir Vincent Valinduc et Fleur Desrousseaux, qui, pour la Fondation, va animer ce temps d'échange. Vincent, je vous en prie. Le programme de la soirée, c'est une quarantaine de minutes d'échange entre vous qui permettront à Vincent Valinduc de nous partager à la fois son expérience d'aidant familial et aussi son expérience de soignant, de médecin. Et c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Vincent, merci d'avoir accepté de venir partager aussi ce soir votre expérience. Fleur Desrousseaux s'occupe à la Fondation des établissements et services de répit.
et elle va animer ce petit temps d'échange. On aura ensuite une bonne trentaine de minutes pour partager des questions-réponses avec Vincent Van-Laduc. Et donc, n'hésitez pas à prendre la parole après son intervention pour ce temps d'échange. Voilà, je vous laisse la parole. Bonsoir Vincent, merci d'être avec nous ce soir pour cette première conférence inaugurale du DU. Pour te présenter en quelques mots, donc Vincent, tu as 43 ans, tu es originaire du Havre et tu es médecin, connu peut-être par un certain nombre d'entre vous, notamment pour tes interventions à la télévision. Tu as d'abord été docker, comme ton père et ton grand-père au Havre, jusqu'en 2015, avant de t'orienter dans la médecine, qui était un vœu... en tout cas une vocation depuis tout petit, et tu obtiens ton doctorat de médecine à 33 ans, et puis tu exerces en tant que médecin généraliste à Paris, et tu te fais connaître du grand public en 2019 grâce à la série documentaire Zone Bleue, les secrets de la longévité, que tu présentais sur France 5. Et donc ça t'amène dès 2020 à continuer à la télévision avec une chronique santé dans Télématin sur France 2. Et aujourd'hui, et depuis janvier 2024, tu es sur TF1 avec Bruce Toussaint, dans la nouvelle matinale de TF1 intitulée « Bonjour », pour laquelle tu es consultant en santé. De 2009 à 2022, tu as été l'aidant de ta maman malade, atteinte de la maladie d'Alzheimer, puis de ton papa. Et de cette expérience d'aidant, tu as écrit le livre « Je suis devenu le parent de mes parents », qui a été publié fin 2023. Qu'est-ce que tu souhaites ajouter à cette présentation et peut-être, est-ce que tu peux nous expliciter un peu l'articulation de toutes ces vies ? C'est bon ? Déjà, bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation et puis félicitations à cette nouvelle promotion, première promotion pour ce DU. Alors oui, je disais peut-être ma pointure en information qui me manque, on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que j'ai un parcours de ce qu'on dit atypique, ouvrier docker sur le port du Havre. Moi, je viens d'une famille où tout le monde était docker et j'ai grandi dans ce milieu de docker sur le port du Havre. Docker, c'est ceux qui déchargent les conteneurs, c'est ceux qui déchargent aussi les cales de bateaux chargés enfin, il y a plein de choses, de sucre, parfois c'est de charbon, voilà. Et moi, j'avais un rêve de gosse, c'était de devenir médecin. Je ne sais pas pourquoi. Personne n'était médecin dans ma famille, ni infirmier. Et moi, je disais, mais papa, en fait, moi, je veux être médecin. Et mon père me disait, mais tu sais, ça va être compliqué pour être médecin, il faut être fils de médecin. Nous, on est ouvriers, moi, je suis ouvrier, donc ta destinée sera de devenir ouvrier docker à l'âge de 18 ans, parce que c'était un héritage familial. Alors, j'en étais très fier, parce que mon père, mon grand-père, mon frère, tous mes oncles sont docker dans ma famille, donc je savais que j'allais avoir cet héritage. Mais j'avais quand même en tête de devenir médecin. Ne me demandez pas pourquoi, je savais que je voulais faire médecine. À l'âge de 18 ans, c'est au mois d'octobre, il faisait un temps magnifique parce que c'est au Havre, et au Havre, il fait toujours très beau en Normandie, je vous le dis. Je vois des noms, non, mais je vous assure que si. Bon, ce jour-là, il pleuvait, c'est vrai, c'est assez rare, c'est pour ça que je m'en souviens très bien. C'était un 14 octobre, il pleuvait et j'avais 18 ans. J'étais à bord du bateau et le bateau tanguait un peu dès qu'on retirait, le portiqueur retirait une boîte de conteneurs, le bateau tanguait, moi je glissais, j'étais frêle et j'avais des chaussures de sécurité et je glissais à bord du bateau et je me disais mais qu'est-ce que je fais là ? Moi, mon rêve, c'est de devenir médecin. Même si j'aime ce métier, même si j'aime cet héritage, je pense que je deviendrai médecin. Et effectivement, quelques jours après, je me suis dit que j'allais faire médecine, mais malheureusement, la fac de médecine n'était pas au Havre, donc je me suis dit, je reporterai ça à plus tard. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis un jour, je me suis dit, non, allez, 23 ans, c'est le moment pour commencer des études de médecine. Je me suis donc inscrit à la faculté de médecine de Rouen, et je pensais qu'une fois le concours en poche, la route était toute tracée. Vraiment, je me suis dit, c'est bon, voilà, j'ai réussi le concours de médecine, c'est bon pour moi, je vais devenir médecin. Sauf que 2 ans plus tard, je suis en 2e année de médecine et ma maman, moi j'ai 24 ans, et ma mère, à l'âge de 54 ans, 53 ans, commence à développer les premiers symptômes d'une maladie d'Alzheimer, atypique. Je suis régulièrement dans la chambre en train de réviser, elle vient, elle frappe à la porte et elle me dit « Tiens, qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?» Et donc je me dis « Tiens, peut-être c'est une maman aimante et qui tient absolument à ce que je sois dans des bonnes conditions pour réviser. » Et donc elle vient une première fois, je dis « Fais-moi des œufs, fais-moi quelque chose de très rapide. » Puis elle revient une 2e fois, puis une 3e fois, puis une 4e fois. Et je comprends finalement que... elle vient, mais il y a un autre problème derrière tout ça. Et ça va se répéter pendant plusieurs mois,
plusieurs années, pendant 2-3 ans, voilà, ça s'installe de manière très insidieuse parce qu'on commence à faire les premières consultations chez le médecin, sauf que je vous parle d'une situation il y a quand même une vingtaine d'années en arrière, et le généraliste, formidable, hein, mais c'est vrai qu'à 54 ans, on ne se dit pas que ça peut être une maladie neurologique. Et finalement, ma mère développe les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Et on est 3 hommes à la maison. Mon père, mon frère et moi, on est trois hommes à être autour d'elle. Et on se fait la promesse de ne jamais l'institutionnaliser. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais on se dit qu'on va faire front et on va faire bloc. Et finalement, on avance petit à petit. Hein, vous savez sans doute, hein, mais quand on est aidant, on fait front le lundi, mais on ne sait jamais ce que sera le mardi, parce que ce sera différent du lundi. Et puis l'équilibre est tellement précaire que tout change. Et moi, je continue à avancer dans mes études. Et là, vous dites comment il a fait pour atterrir à la télévision, et j'y viens. Je n'avais pas pour projet de faire de la télévision, vraiment pas. Moi, je vous l'avais dit, mon rêve de gosse, hein, je vous l'ai dit, c'était de devenir médecin. Et à l'époque, je suis à Rouen, j'ai quelques copains qui bossent à Paris, qui sont un peu dans les médias et qui me disent, qui n'arrêtent pas de me dire, mais fais de la télé. Et je ne comprends pas trop l'intérêt, donc on me propose 2-3 projets, et ça ne me stimule pas vraiment, et je pense que je n'ai rien à apporter dans ce domaine. Et puis un jour, on me propose les fameux, effectivement, le documentaire pour France 5, Zone Bleue, les secrets de la longévité. Et le concept est assez simple. On me dit, bah voilà, vous allez aller au Japon, vous allez aller au Costa Rica, vous allez aller en Grèce, vous allez rencontrer les papis et les mamies qui sont centenaires dans ces montagnes. Et puis en parallèle de leur rencontre, vous allez rencontrer les scientifiques qui ont écrit sur la longévité et la bonne santé. Alors premièrement, c'était un voyage gratos, donc je me suis dit que j'allais pouvoir y aller. C'était vraiment une solution intéressante. Et la deuxième, c'était qu'au fond de moi, je vais être totalement transparent avec vous, j'avais beau être cartésien parce que médecin, scientifique, je me suis dit que peut-être en allant aux 4 coins du monde, j'allais peut-être trouver une solution pour sauver ma maman. Parce que je trouvais ça pas normal que... moi, j'avais une jeune maman avec une maladie de sujet plutôt âgé, parce qu'Alzheimer, c'est vrai qu'on a en tête que c'est plutôt les sujets âgés. Et puis là, on me proposait d'aller voir des centenaires en excellente santé. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai finalement accepté de rentrer à la télévision. Je suis allé faire dans chacune de ces zones bleues, je suis allé au Japon, je suis allé en Grèce, je suis allé partout. Et alors, je n'ai pas trouvé de secret pour soigner ni sauver ma maman. Néanmoins, cet éclairage a conduit à ce qu'après, on me propose Télématin. Alors moi, j'ai grandi avec Télématin. Ma mère regardait Télématin et comme elle commençait un petit peu à m'oublier, parce que vous savez, dans l'Alzheimer, c'est le disque dur qui s'efface un peu. Et moi, je me suis dit, bon, si ma maman, elle me reconnaît plus trop à la maison, peut-être qu'elle me verra dans la télévision. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de rentrer à Télématin, pas parce que j'avais la vocation d'aller faire de la télé, mais je me suis dit, peut-être qu'elle me verra dans la télévision. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté de rentrer à la Télématin. J'y allais une fois par semaine, je faisais une chronique santé. Et je me suis dit également que gagner en visibilité me permettrait peut-être un jour de mettre en lumière les aidants. Alors je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, je ne savais pas à quel endroit j'allais pouvoir mettre en lumière les aidants. Mais je me suis dit qu'il fallait gagner en visibilité pour, en tant que médecin, en tant qu'aidant, peut-être un jour avancer, apporter ma pierre à l'édifice. Et la suite, on a découlé par l'apparition et la sortie du livre où j'ai raconté mon histoire. Merci Vincent. Et justement, comment tes casquettes de fils, d'aidant et de médecin en apprentissage se sont articulées pendant toutes ces années ? Ça, c'est un exercice assez compliqué de changer de casquette parce que pendant mes études de médecine, jamais j'ai appris ce que c'était qu'un aidant. Je vais être transparent avec vous. Enfin, on n'a pas d'enseignement là-dessus. Enfin, moi, c'est même un mot que je ne connaissais pas. C'est un jour, en allumant la télévision, j'ai entendu un journaliste utiliser le mot aidant. Moi, j'étais encore en plein cursus. Et ça a pris tout un sens. C'est-à-dire que c'est comme quand vous cherchez une musique, vous avez une chanson qui tourne dans votre tête et vous dites « Ah, c'est quoi le titre ?» Et le jour où vous trouvez le titre, il y a cette sensation de soulagement, de se dire « Ah oui, voilà ». Et moi, quand j'ai entendu le mot « aidant », j'ai compris en fait que j'étais un aidant, et que ce que je faisais auprès de ma maman, ce n'était pas normal et naturel de lui couper la viande, de lui laver les cheveux, de mettre la machine en route, même si c'est normal de faire les machines à la maison. Je ne suis pas en train de vous dédouaner, hein. Attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en effet, apporter une aide au quotidien à une personne qui est en perte d'autonomie ou malade, c'est un peu la définition de l'aidance. Et ça, je l'ai appris malgré moi, parce que vraiment, ça m'est tombé dessus, comme beaucoup d'aidants, hein, beaucoup d'aidants seniors qui sont aidants parce qu'ils considèrent que c'est normal et naturel de faire tout ce qu'ils font. Et mon frère, mon père et moi, vraiment, on était dans cette dynamique de se dire, en fait, c'est normal. Mon père, c'était sa femme, dont il aimait d'un amour fou. Et mon frère et moi, on s'est énormément sacrifiés pour
pour essayer de tenir cette promesse, parce que cette promesse, aujourd'hui, moi, je consulte en tant que médecin, et ce que j'entends souvent en consultation, c'est la promesse. Vous savez, c'est cette promesse qu'on fait beaucoup, qu'on fait à J0, quand les symptômes sont encore gérables, mais qu'on ignore comment ça va évoluer, puis on ne sait pas non plus combien de temps ça va durer, si ça va durer 2 ans, 3 ans, 5 ans. Moi, je vous parle d'une maman avec une maladie d'Alzheimer, mais vous savez, on dit qu'il y a 11 millions d'aidants, il y a autant d'histoires singulières. Parfois, c'est des parents qui aident des enfants, parfois, c'est un mari qui aide sa femme, ou des enfants vers des grands-parents. Donc, il y a autant de situations d'aidants, et souvent, le mot promesse est fait. Ça, moi, je l'entends au cabinet. J'ai des patients qui viennent et qui me disent « non, j'ai fait la promesse à mon mari de ne pas l'institutionnaliser ». Et en fait, ça, je sais ce que c'est que cette promesse. Et la tenir, c'est extrêmement difficile, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de conséquences sur la santé. Et ce que moi, je dis à mes patients, je plante la petite graine, c'est-à-dire je dis écoutez, très bien, aujourd'hui, la promesse est dite, la promesse est avancée, et vous verrez si peut-être qu'un jour, vous n'arriverez pas à la tenir. Je sais que ce sera une décision extrêmement difficile de prendre, d'institutionnaliser, mais malheureusement, quand il n'y a pas d'autre choix, peut-être qu'on en reparlera à ce moment-là. Donc nous, mon frère et moi, on a vraiment, mon père, mon frère et moi avons vraiment fait tout ce qu'il fallait pour essayer de tenir cette promesse. Et comment alterner les casquettes de médecin, de fils et d'aidant. Souvent, moi, tout le monde me disait « mais tu ne peux pas être médecin et tu ne peux pas être aidant et soigner ta maman ». Alors ça, c'est dans la théorie, mais dans la pratique, je ne vais pas vous apprendre qu'il manque de médecins. Et que moi, étant médecin, quand je voyais maman avec une infection urinaire, je me voyais difficilement lui dire écoute, tu vas passer ton week-end tranquillement et je ne vais rien faire. Donc non, comment je gérais ça? En revanche, je mettais des garde-fous. Même si je savais très bien traiter une infection urinaire avec un sachet d'antibiotiques, j'appelais toujours un confrère pour lui dire écoute, ma mère présente tel symptôme, il n'y a pas de fièvre, je suis sûr que c'est une infection urinaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je mets un Monuril? Voilà, c'était bête, mais j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui sécurisait ma pratique. Et avoir été médecin aussi a été un avantage, parce que ça permet, on ne va pas se mentir, d'accélérer les process administratifs, toutes les demandes qu'il a fallu mettre en place. Donc voilà, comment changer de casquette entre médecin, aidant et fils, c'est toute la difficulté. Je restais le fils et j'avais une peine immense de voir ma maman m'oublier petit à petit et de voir son disque dur qui s'effaçait. Mais j'arrivais de temps en temps à mettre une casquette de médecin puis une casquette d'aidant. Et du coup, de toute cette expérience-là, quelles leçons tu t'as tirées pour toi dans cette expérience personnelle? Avec quoi t'en ressors aujourd'hui? C'est large comme question. C'est large. Vous avez 1 heure. En fait, ce qui est compliqué, je trouve qu'on apprend à être aidant de la même manière qu'on apprend en marchant. C'est-à-dire que petit à petit, moi, si vous m'aviez dit au tout début, lorsque l'aidance a commencé, si vous m'aviez dit voilà ce qui t'attend pendant les 14 prochaines années, que finalement, là, tu te plains aujourd'hui parce que tu mets la machine à laver en route, mais tu verras dans 1 an, ou dans 2 ans, ce sera préparer les affaires, que dans 3 ans, ce sera couper la viande, que dans 4 ans, ce sera donner à manger la petite cuillère, que dans 5 ans, ce sera dormir avec elle la nuit parce qu'elle a des hallucinations, elle crie. Enfin, si on m'avait dit au tout début quel serait mon calvaire pendant les 14 prochaines années, j'aurais dit non. J'aurais dit je ne peux pas. En revanche, l'une des forces de l'aidant, c'est cette capacité d'adaptation. L'aidant a un pouvoir fou, des ressources incroyables. On a beau toucher le fond, lorsqu'on est aidant, on sort une énergie dingue, on ne sait pas d'où elle vient cette énergie, pour s'adapter sur une situation, sur le prochain grain de sable qu'on va vous mettre sur la route. L'aidant est toujours capable de s'adapter. On a l'impression qu'on ne pourra jamais, mais à chaque fois, on trouve une solution, un subterfuge. Et nous, on avait la maladie avançait à un pion, et mon frère, mon père et moi, à chaque fois, on trouvait une solution pour dévier le pion que la maladie avançait. Donc, si j'ai pu apprendre de mon expérience, c'est que les aidants font un travail incroyable, ils sont totalement invisibles, et ils ont des capacités d'adaptation dingues, des ressources folles, des capacités aussi à inventer les choses. Moi, mon père, je pense que le nombre de fois où il aurait pu gagner le concours Lépine, je peux vous promettre que c'était assez dingue. Maman avait des difficultés avec la maladie neurologique. Parfois, souvent les patients peuvent avoir la tête un peu penchée en avant, avoir du mal un petit peu à redresser la tête. Donc, boire dans un verre devenait compliqué. C'est-à-dire que la partie supérieure du verre venait en butée avec le nez. Et donc, c'était compliqué de mettre la tête en arrière. Donc, mon père avait eu l'idée de récupérer le gobelet des brosses à dents, de limer la partie supérieure en 2001 et de me le présenter en me disant « Regarde, j'ai inventé ça !» Je dis « Papa, c'est déjà sur Amazon !» J'ai brisé de nombreux rêves de mon père.
Mais effectivement, l'aidant a des capacités incroyables pour essayer à chaque fois de déjouer les pièges de la maladie. Et j'en parle moi à titre personnel, mais on le voit aussi dans les études, dans les entreprises. Il y a ce qu'on appelle des soft skills, des compétences. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les aidants, ils avaient beau avoir une charge de travail dingue à gérer à la maison de par leur situation d'aidance. En fait, ils développaient des capacités humaines, des capacités relationnelles, des capacités d'organisation, des capacités, je vous en parlais, d'ingéniosité pour mettre en place, pour gagner en efficacité. Donc aujourd'hui, voilà, c'est tout ça que je retiens de ma situation d'aidance. Et si on veut aller plus loin, aujourd'hui, je suis même dans une situation de post-aidance. Je vous en parlais, moi, ça a duré 14 ans. Maman est partie, elle avait 63-64 ans, après 14 ans d'aidance où c'était assez compliqué. Et mon père, qui était l'aidant principal, ma mère est partie en avril 2022, et mon père, qui était l'aidant principal, est parti 1 mois et demi après, à l'âge de 67 ans. On a eu une année 2022 un peu compliquée avec mon frère. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu envie, avec ce livre, de mettre un peu en lumière les aidants. J'avais envie de faire un petit peu avancer les choses pour les aidants, parce qu'on est extrêmement seul lorsqu'on est aidant, et ça, vous le savez, je vous apprends rien aujourd'hui. Mais ce que je découvre, c'est le mot post-aidance, parce que moi, lorsque j'étais dans cette phase d'aidance, j'ai entendu le mot aidant. Maintenant, je suis en post-aidance, et je découvre aussi ce que c'est que la post-aidance, parce que parfois, pour certains d'entre nous, l'aidance s'arrête, parce que peut-être que le proche décède. Et lorsque l'aidance s'arrête, c'est aussi un autre travail qu'il faut savoir mettre en place. C'est pour ça que moi, je le dis souvent, autant que possible. Il reste important quand même de garder un lien avec son milieu professionnel, de garder un lien avec ses amis, de ne pas s'isoler, parce que le jour où malheureusement ça s'arrête, il faut savoir accrocher les wagons. Et tu disais donc l'écriture du livre, ça permettait de mettre en lumière la question des aidants par ton expérience personnelle. Est-ce que ça t'a aussi aidé à prendre conscience de tout ce qui s'est passé pendant ces 14 années et de ton rôle d'aidant ? Alors conscience, je pense que j'en avais bien conscience, que j'ai pris le temps de savoir où mes pieds étaient. Néanmoins, c'est grâce à l'éclairage médiatique de Télématin que j'ai pu écrire un livre. Et effectivement, un jour, Olivia de Lamberterie m'a dit « Écoute, il faut que tu écrives un livre. » Et moi, j'en voyais pas trop l'intérêt. Je me suis dit « Je n'ai pas envie de faire un livre qui soit pathos. Je n'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières. Non, ce n'était pas mon but. » En revanche, j'avais envie de dire que j'avais beau être médecin, et moi, j'étais totalement largué. J'étais totalement perdu, comme tous les aidants. Je ne savais pas à quelle porte frapper, ni il y a tellement de sigles entre CCAS, le CLIC, la PCH, l'APA, la Maison des aidants. Enfin, je trouve qu'on est vite perdu. Lorsqu'on est aidant, tout est très chronophage. C'est-à-dire que ce qui vous prend 1 heure quand vous n'êtes pas dans une situation d'aidance, prend 3 jours quand on est dans une situation d'aidance, parce que parfois on appelle un numéro qui vous dit « Rappelez le mardi et le jeudi de 14h à 17h ». Vous n'envoyez pas de mail, on ne lit pas les boîtes mail. Donc ça, c'est assez compliqué, je trouve, lorsqu'on devient aidant. Et donc j'avais envie, à travers ce livre, de témoigner, d'avoir une petite visibilité médiatique et de me dire, allez, je vais en faire quelque chose et je vais le mettre, je vais le coucher sur ces pages. Ça m'a, oui, apporté du bien. Néanmoins, ce livre, moi, je l'ai écrit en 3 mois. Quand on m'a dit, est-ce que tu veux faire un livre, j'ai beaucoup hésité. Mais comme j'avais 14 ans de gestation, je l'ai écrit vraiment en février 2023. J'ai commencé à l'écrire et je l'ai sorti et je l'ai rendu à mon éditrice en juin 2023. Il sortait en septembre 2023. Tout a été très vite. Mais ça m'a aidé, oui. Maintenant... il n'y a pas que les... Alors maintenant, moi, je vous encourage tous à écrire un livre. Et si vous êtes proches d'aidants, écrivez tous des livres. On va tous se marier. On va faire des grosses bibliothèques. Mais moi, ce qui m'a permis aussi de tenir, surtout pendant cette période d'aidance, et ça, je le crie haut et fort aussi, c'est aider, c'est avant tout aimer. Ça, c'est une évidence. Vraiment, quand on fait ça, on le fait par amour. Néanmoins, ça fatigue, ça abîme et ça tue. Enfin, je l'avais compris, mon papa, il est parti 1 mois et demi après... parce qu'il avait utilisé toutes ses ressources. Lorsqu'on est aidant et qu'on ne prend pas soin de sa santé, ça a de lourdes conséquences. On le voit, les aidants sont dans une hyper-culpabilité maximale. Ils ont beau tout faire à 200%, on culpabilise toujours lorsqu'on est aidant. Moi, j'avais beau aller travailler, revenir, gérer la maison avec mon frère, tout organiser, je culpabilisais tout le temps. J'étais en hyper-vigilance en permanence. Je ne lâchais plus mon téléphone, je ne dormais plus la nuit.
je tapotais sur mon écran pour être certain que je n'avais pas loupé d'appel en absence. Cette hypervigilance, elle est terrible. Elle engendre des troubles du sommeil, elle engendre de l'anxiété, elle engendre des troubles de l'alimentation parce qu'on n'a plus faim, on est vraiment en permanence dans tout ça, dans un cercle vicieux, et on a beau vous dire « prends du temps pour toi ». Cette phrase me rendait dingue parce que la journée elle ne fait que 24 heures et que le moindre souffle que vous prenez, on culpabilise. Donc moi, ce qui m'a permis quand même de tenir pendant ces années, c'est la psy. Ça aussi, pour moi, c'est un point essentiel. Consulter un psychologue lorsqu'on est aidant, c'est une évidence. Alors après, il faut être prêt. Moi, je le vois avec mes patients. Hein. Je vois en consultation. Parfois, je dis « est-ce que peut-être voir un psychologue ?» Parfois, les gens associent la psychologie à comme s'ils étaient malades et qu'ils n'avaient pas besoin de ce soin supplémentaire. Mais c'est une béquille essentielle d'avoir un psychologue. Moi, la mienne, j'en parle dans le livre, elle s'appelle Églantine. Elle a été formidable pour moi. Et au début, lorsque j'ai poussé la porte d'Églantine, ça faisait à peine 5-6 ans que ma mère était malade. Et j'y suis allé en me disant, écoutez, j'ai commencé à raconter des problèmes de cœur. Je n'avais rien dit du tout sur ma situation familiale. J'ai commencé à dire que j'avais du mal à trouver l'amour. Et bon, bref, elle m'a écouté sur 2-3 séances. Puis un jour, elle m'a dit, bon, je pense, Vincent, si vous êtes là, c'est pas parce que vous ne trouvez pas l'amour, c'est parce que vous avez une maman qui est malade. Vous avez une maman qui a 54 ans et qui est en train de vous oublier. Bon, elle avait vu juste. Mais effectivement, moi, ça m'a fait un bien fou d'aller voir Églantine. Donc, je le conseille à tout le monde. Et j'y suis allé régulièrement, une fois par semaine. Je pense que je lui ai payé l'aile gauche de sa maison. Églantine, elle a vraiment agrandi les murs. Elle me remercie. J'en rigole, mais pour moi, c'est une aide essentielle. Donc ça, j'insiste là-dessus. Il faut vraiment, lorsque vous travaillerez près des patients aidants, il faut vraiment, pour moi, les soutenir dans cette démarche, leur dire de peut-être d'y aller une fois de temps en temps. Et si, alors il y a toujours ces questions d'argent. Aujourd'hui, il y a quand même mon parcours psy où en France, on arrive à avoir 12 séances remboursées par la sécurité sociale chaque année. Ça, c'est essentiel. Il y a aussi dans les associations où on peut parler avec des psychologues. Il y a des groupes de parole. Pour moi, vraiment, c'est la clé qui m'a permis quand même de tenir... Parce que c'est dur, c'est terrible, terrible, terrible quand on est aidant. Je vous en parlais tout à l'heure, on vit au jour le jour, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et puis parfois, tout est en équilibre, on se dit c'est super. Et puis on sait que peut-être 10 minutes plus tard, tout va déséquilibrer, que ça va être l'enfer. Donc voilà, moi, la psychologue a été essentielle. On avait beau me dire, mais va courir, fais du sport, ça va te faire du bien. Alors, je le dis aussi à mes patients, et je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire de sport. Attention. Il faut faire du sport parce que, bien sûr, ça fait du bien. Alors moi, ça me faisait transpirer, mais sur le point de vue mental, ça ne m'a pas apporté une grande satisfaction. Je n'avais pas le soulagement que j'attendais après un petit running. Alors moi, du coup, j'avais fait le point que j'adore chanter sous la douche. Et tous les jours, je chantais sous la douche et je trouvais que ça me faisait énormément de bien. Alors du coup, j'en ai parlé à ma psy qui m'a conseillé de peut-être prendre des cours de chant. Et en effet, prendre des cours de chant m'a fait un bien dingue de chanter. Alors j'allais tous les 15 jours, j'allais faire un petit cours de chant pendant 1 heure. Je choisissais le répertoire de Johnny Hallyday parce qu'il me fallait quelque chose qui envoie. Et pendant 1 heure, je chantais à tue-tête « Allumez le feu, allumez le feu, allumez le feu ». Et pendant 1 heure, en fait, je ne réfléchissais plus à ce qui se passait à la maison. Je réfléchissais uniquement aux paroles. Je réfléchissais uniquement à comment positionner mon souffle et à envoyer des notes très puissantes. Et au final, c'est ce qui me permettait d'évacuer. Donc, je souhaite aussi à chacun de trouver son activité. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire une chorale. Non, on ne va pas faire d'échauffement, rassurez-vous. Mais que chacun arrive peut-être si c'est le macramé ou faire de la mosaïque du papier, enfin du coloriage, ça, en psychologie ou en psychiatrie, enfin, on aime conseiller, je parle sous votre contrôle. Mais effectivement, le coloriage aussi, ça peut être également intéressant pour ne pas dépasser les lignes, pour essayer d'être concentré sur une tâche et d'oublier un peu ce qui se passe en tête. Donc voilà, autant de petites astuces qui peuvent être vraiment, vraiment bénéfiques pour un aidant. Est-ce que tu arrives à un peu identifier des caractéristiques communes envers les aidants, de difficultés ou de choses communes? Il y a autant de situations d'aide que de diversité de patients et de situations d'accompagnement et que de personnes. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu aussi souligner aujourd'hui dans les enseignements du DU. Pour autant, est-ce que tu identifies un peu un socle commun de besoins ou des caractéristiques communes dans la situation d'aidance? La solitude, ça c'est le point commun quand même à de nombreux aidants parce qu'ils ne savent pas du tout où aller, ils ne savent pas du tout vers qui se tourner, vers quelle porte frapper, ça ils ne savent pas, ils ne connaissent pas non plus les aides humaines, financières, matérielles. Alors on aimerait qu'elles soient plus nombreuses, mais elles sont encore mal connues.
Il y a la culpabilité, ça aussi, vous le saviez, mais la culpabilité, c'est un point très présent. Quoi qu'on fasse, qu'on soit investi à 10% ou 200%, on culpabilise tout le temps. Moi, je ne prenais plus de vacances. Je vois aussi que mes patients qui refusent de prendre le moindre week-end. Moi, j'allais même pas au cinéma parce qu'au cinéma, je ne captais pas. Donc, parfois, au cinéma, j'étais là avec mon téléphone, le bras en l'air. Vous savez, on a tous fait ça pour essayer de mieux capter. Bon, ça ne marchait pas, bien sûr. Mais voilà, la culpabilité est très importante lorsqu'on est aidant. La solitude, je vous en parlais. Les problèmes de santé, c'est prouvé scientifiquement. Je vous en parlais tout à l'heure, entre l'anxiété, la dépression, les troubles musculo-squelettiques. Parce que moi, maman et mon père et moi, toute la journée, on la remettait dans son fauteuil roulant parce qu'elle glissait. Donc on mettait un bras sous chacun de ses bras, puis on la relevait. Donc on le fait 1 fois, 2 fois, 20 fois, 50 fois par jour. On se fait mal au dos, on se fait mal à l'épaule. Et cette douleur de l'épaule, il faut la soigner. Et moi, j'ai perdu ma mère en 2022 et cette épaule droite, j'ai mis 2 ans après avant de la soigner parce que, voilà, je n'ai pas du tout sadomaso, mais j'avais envie de garder cette douleur. C'est très étrange. Et puis finalement, je me suis dit qu'il fallait la soigner, cette douleur. Et souvent, les aidants, ils mettent leur vie et surtout leur santé de côté. Et souvent, moi, j'aime bien aussi rappeler cette analogie qu'on fait dans les avions. Vous savez, on vous dit, en cas de dépressurisation de l'appareil, qu'il faut en premier se mettre le masque à oxygène en premier avant de le mettre à la personne fragile, l'enfant ou la personne âgée que vous accompagnez. Parce que, en fait, si vous tombez dans les pommes, en fait, l'enfant qui est à côté, qui n'est pas en mesure de mettre son masque, ce sera la même chose. Donc là, ce que j'aime aussi faire en consultation, c'est expliquer ça aux patients, de leur dire c'est important pour vous de prendre soin de votre santé. Et moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une maman qui s'occupait de sa fille, qui s'occupe de sa fille, et qui avait mis de côté son dépistage mammographie cancer du sein. Et puis un jour, elle a vu qu'elle avait une boule sur le cancer sur le sein, et c'était un cancer du sein. Parce qu'à force de reporter cette mammographie, cette échographie, donc tout ce que je veux vous dire par là, c'est que la santé des aidants, elle est essentielle, et c'est aussi bien physique, somatique que psychologique. C'est pour ça que le suivi chez le médecin est essentiel. L'accompagnement par un psychologue est pour moi aussi vital. Donc c'est toutes ces choses et tous ces points communs qui nous unissent, bien qu'on ait des situations d'aidance différentes. Merci. On a pas mal parlé aussi aujourd'hui dans les enseignements du DU de la place des professionnels dans la relation d'aide, de la triangulation patient, aidant, soignant. Quels sont tes conseils de père aidant, de médecin pour accompagner et accepter la place d'un professionnel dans cette relation d'aide? Et tu en parles aussi dans ton livre peut-être de votre expérience avec des soignants au domicile. Alors je trouve que lorsqu'on est aidant, la première étape, s'identifier comme aidant. Il y a plein d'aidants qui s'ignorent parce que pour eux, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est normal et naturel de faire tout ce qu'ils font. Une fois qu'on est aidant, la deuxième étape, c'est d'accepter d'être aidé. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'encore une fois, toujours pour la même raison, c'est normal et naturel de faire tout ce que je fais, alors pourquoi je l'aiderais ? Pourquoi j'accepterais de l'aide supplémentaire ? Et souvent, les aidants ont en tête que s'ils acceptent une aide supplémentaire, c'est comme s'ils venaient un petit peu à moins aimer leurs proches, comme s'ils venaient un peu à quitter le navire. Et c'est totalement faux. Moi, pendant 3-4 ans, avec mon frère, je n'ai pas arrêté de dire à mon père, mais papa, en fait, il faut qu'on ait des auxiliaires de vie à la maison, il faut des aides, parce qu'on est tous en train de couler, et avoir des aides, ça va te permettre de retourner à la pêche, de prendre un café avec ton oncle, avec ton frère, avec ta sœur, tu vas pouvoir sortir un peu, souffler. Faux, grave erreur. Je trouve que mettre en avant les avantages que ça présente pour l'aidant, ça ne marche pas vraiment. Ce qui a fonctionné avec mon père, et je pense qu'il fonctionne avec beaucoup d'aidants, et je le vois en consultation, c'est lorsqu'on met en avant les avantages que ça présente pour l'aider. Quand j'ai commencé à dire à mon père, mais en fait, papa, si l'auxiliaire de vie vient, écoute, elle s'occupera uniquement de maman. Je lui dis, si toi, demain, tu as un problème de santé, est-ce que tu as envie que ce soit moi, ton fils, qui te fasse ta toilette ? Est-ce que pour ta dignité, tu as envie que ce soit moi qui t'enfile ton caleçon, tes chaussettes, te brosse les dents ? Et là, il a commencé à comprendre que pour ma maman, ce serait la même chose. Ce serait effectivement pour sa dignité, meilleur, que ce serait mieux que ce soit une auxiliaire de vie dont c'est le métier qui ferait tout ça. Et je lui dis, mais ça n'enlève rien à l'amour que tu as pour maman. Et surtout, ça nous laissera surtout les moments privilégiés qui sont parfois un peu rares. Un seul sourire dans une journée, ils sont parfois très rares, et donc il ne faut pas les manquer. Et donc, se décharger parfois de ces charges-là, de toutes les toilettes, ça préserve un peu de la fatigue et ça nous permet d'être présents lorsqu'il y a un petit moment de sourire. Donc voilà, ce que je veux vous dire vraiment, si vous avez autour de vous quelqu'un, un aidant qui refuse d'être aidé,
mettez en avant l'avantage que ça peut présenter pour l'aider, pour son confort, pour le lien qu'il peut y avoir entre l'auxiliaire de vie et l'aider. Vraiment, moi, c'est ce qui a fonctionné. Et je le vois en consultation. Aujourd'hui, je m'en sers comme levier d'activation. Je ne mets plus en avant l'avantage que ça présente pour l'aidant, même si parfois on peut quand même le dire. Mais je trouve que lorsqu'on met en avant l'avantage que ça présente pour l'aider, c'est vraiment essentiel. Ensuite, moi, les auxiliaires de vie, j'en parle dans mon livre. Pour moi, elles ont une place incroyable. Elles sont malheureusement pas reconnues. Elles sont pas assez payées. Elles font des horaires de dingue. Elles sont extrêmement fatiguées. C'est une des 5 professions qui peinent à recruter. Hein. Mais alors après, il y a aussi des problèmes parfois dans leur formation, qui est très hétérogène. Hein. Nous, médecins, infirmiers, kinés, aides-soignants, avons des diplômes spécialisés avec le même cursus. Les auxiliaires de vie, parfois, il y a des formations diverses et variées. Et c'est parfois difficile d'avoir la bonne auxiliaire de vie qui arrive à la maison. Donc c'est vrai, quand j'ai réussi à convaincre mon père d'avoir une auxiliaire de vie, alors j'étais très heureux. Et puis la première est arrivée, elle était formidable, hein, très jolie, très douce, très gentille, mais elle avait à peine 22 ans, elle avait une formation très orientée pédiatrie. Et quand elle s'est retrouvée face à ma maman avec une maladie neurologique, elle n'arrivait plus à marcher, c'était compliqué. Bon, elle est vite tombée par terre. Et mon père m'a dit, c'est terminé, je ne veux plus d'auxiliaire de vie. Donc on a essayé une deuxième, puis une troisième. Alors là, j'ai cru qu'on allait, mon frère et moi, devenir de nouveau très présents à la maison. Et puis un jour est arrivée Sandrine, que j'appelle Mary Poppins dans le livre. Je souhaite à tout le monde de rencontrer sa Mary Poppins. Elle a changé la vie de cette maison. Elle devait être l'auxiliaire de vie d'une seule personne, d'une seule vie, hein, celle de ma mère. Et puis finalement, elle a été l'auxiliaire de nos 4 vies, mon père, mon frère et moi, et ma maman. Parce qu'elle a su mettre les choses en place, elle a su s'adresser à ma maman, elle a su s'occuper d'elle. Et donc ça, c'est aussi le problème des aidants, c'est de, accepter d'être aidé, et surtout tomber sur la Sandrine. Elles existent, la Mary Poppins, elles existent, il faut les trouver. Mais ça aussi, c'est un message que je me force à passer. Ne lâchez pas les bras quand vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Un jour, vous l'aurez. Et ensuite, par rapport aux autres professionnels de santé, alors moi, c'était un peu délicat parce qu'en tant que médecin, j'essayais toujours de ne pas empiéter sur mes confrères et mes consoeurs et également mes collègues infirmiers. Mais de la même manière, j'essayais de ne pas empiéter, mais en même temps, j'essayais quand même de dire que j'étais là, parce qu'il faut aussi se faire confiance. Et moi, quand je donne des conseils aux aidants, notamment sur les médicaments, vous savez, je trouve que l'aidant, c'est la personne qui connaît le mieux l'aider. Et sauf que je vous en parlais tout à l'heure, chaque jour se ressemble. Et puis un jour, le lundi c'est comme ça, le mardi ça peut totalement twister parce qu'il y a un grain de sable qui s'est mis, mais on ne dort pas bien, on est vite perdu dans ce qui s'est passé dans la semaine. Voilà, on est vite perdu. Donc moi, ce que je conseille aussi aux aidants, c'est de tenir un petit calepin pour lorsqu'il y a une introduction d'un médicament, de bien noter la date, le jour, la dose, et sans tomber non plus dans quelque chose d'obsessionnel, mais s'il constate que la personne dort moins, qu'elle est agitée, qu'elle est énervée, qu'elle ne mange plus, qu'elle perd du poids, ça, c'est pas la peine d'écrire tous les jours un petit mot dans le cahier, mais notez-le. Parce qu'ensuite, quand vous venez nous voir en consultation, c'est factuel. Il y a une date d'introduction d'un médicament, et puis je me rends compte que 3 jours après, il y a de la constipation. Et puis tiens, c'est bizarre, en même temps, elle est agitée. Et en fait, ça permet de faire des liens avec vraiment une date. C'est vraiment horodaté, ça c'est essentiel. Et c'est moi ce qui m'a permis, souvent auprès de confrères, de dire non. Là, je t'assure qu'il y a eu un changement. Et donc ça, c'est l'introduction de tel médicament et je pense qu'elle ne le tolère pas. Alors c'est toujours compliqué lorsqu'on est confrère de donner son avis, mais il faut le faire avec tact et mesure. Hein. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment de tenir un petit carnet avec le jour, l'introduction et éventuellement de noter les symptômes parce que vraiment ça permet de voir s'il y a un effet iatrogène, un effet du médicament parce que c'est aussi alors moi encore une fois je vous en parle, c'est une pathologie Alzheimer mais il y a plein d'autres pathologies où les patients sont fragiles et la moindre modification d'un médicament, d'un traitement, d'une alimentation, ça peut vraiment les perturber sur plein de domaines. Tu as déjà donné quelques exemples concrets d'aller voir un psychologue, d'avoir un atelier ou une activité un peu défouloir. Il y a toujours, on entend encore beaucoup les injonctions à prendre soin de soi quand on est aidant. Comment prendre soin de soi et peut-être comment demander de l'aide quand on est aidant? Quel conseil tu nous donnerais? Alors prendre soin de soi, je pense qu'il faut s'accorder de temps en temps du temps. Et effectivement, il y a plusieurs leviers. Hein. La première des choses, je dirais, il faut en parler.
Et je le dis en tout état de cause, c'est que moi, au tout début de cette aidance, j'en parlais à personne. Je ne voulais embêter personne parce que je me disais, on a tous nos galères, on a tous nos problèmes. Et moi, je n'ai pas envie d'en parler à un tel qui, finalement, va me poser la question une fois, et puis la semaine prochaine, il ne m'en parlera plus. Et puis, je n'avais pas envie de lui mettre aussi un contrat à durée indéterminée. Non, je ne voulais pas le responsabiliser. Mais là où j'étais pas très sympa, c'est que je lui en parlais pas, mais je lui en voulais un peu de pas m'aider. À mon meilleur ami, Ronan. Je lui en voulais de pas m'aider, mais en même temps, je ne lui avais pas donné le mode d'emploi. Je ne lui avais pas dit quelle situation j'étais en train de vivre à la maison. Donc là, pour moi, le premier conseil, c'est qu'il faut en parler autour de vous. Il faut vraiment en parler, ne pas avoir honte. Et puis, chacun aidera comme il le peut. Parce que souvent, on dit ils m'aident pas, personne ne m'aide. Mais en fait, si vous n'en parlez pas, personne ne vous aidera. Et puis parfois, être aidé par un ami, enfin de la famille, son mari, sa femme, c'est pas non plus aller prendre tous les rendez-vous, voir si vous dormez de la nuit. Non. Moi, parfois, il m'arrivait de rentrer à Paris parce que mes parents étaient au Havre. Et j'avais un petit pot de pesto qui était déposé sur la poignée de la porte de l'appartement parce que c'était mes voisines qui avaient fait un peu de pesto maison. Et en fait, c'était une petite attention qui faisait un grand bonheur. Donc parfois, l'aidance, elle vient par ça. Elle rentre par cette petite porte. Donc il y a ça. Je vous parlais du médecin. Pour moi, ceci, c'est une porte essentielle, le médecin traitant pour faire le point sur la situation. L'aide psychologique. Et puis tout ce qui est aussi à côté, je vous en parlais, artistique. Alors moi, ma psy m'avait conseillé d'aller éclater des pastèques à coups de batte de baseball sous les ponts de Paris. Mais j'avais la flemme d'aller chez le maraîcher, de me trimballer avec ma batte de baseball ligne 9 pour aller sous un pont, quoi. Donc du coup, j'ai opté pour la chanson. Mais donc il y a aussi ça. Et enfin, ne pas culpabiliser, parce que je trouve que souvent on dit faire du sport, ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Et moi, quand on me racontait ça, je culpabilisais de me dire mais merde, moi je ne trouve pas du tout mon truc anti-stress. Enfin, super, lui c'est courir, l'autre c'est faire de la natation, lui ça lui fait du bien, mais moi ça ne me fait rien du tout. Et résultat, je culpabilisais d'être incapable de me trouver une solution anti-stress. Et un jour, j'ai eu le petit éclair de génie de me dire la chanson, ça me fait du bien. Sauf que pour moi, il fallait quelque chose de défouloir, de très physique. Et non, moi je l'avais tout simplement dans la chanson, ça me faisait du bien. Donc voilà, ça aujourd'hui, il y a vraiment toutes ces choses. Et si pour certains c'est aller au théâtre, aller au théâtre. Si c'est pour aller au cinéma, on va au cinéma. Et si c'est une fois dans le mois, c'est une fois dans le mois. Et après, la culpabilité, vous l'aurez dans tous les cas. Donc il faut apprendre à vivre avec. Mais c'est vrai que quand on me disait prends soin de toi, moi ça me rendait dingue. Parce que je prenais surtout soin de ma maman. Et prendre soin de soi, c'est quelque chose un peu culpabilisant. Donc voilà, c'est des phrases qui peuvent un peu faire culpabiliser les aidants. Donc moi, plutôt aujourd'hui, je vais conseiller, c'est plutôt mais comment je peux faire pour t'aider ? Ou sache que je suis là si besoin. C'est des choses un peu bêtes à formuler, mais en fait, ça ouvre une petite porte positive dans la tête plutôt que le prends soin de toi. Allez, tiens, je te dépose ça là, débrouille-toi avec ça. Merci. Il y aura sûrement plein d'autres questions avec la salle juste après. Peut-être pour clore cette conversation, aujourd'hui, 2 ans après la parution de ton livre, comment est-ce qu'on peut faire connaître et reconnaître la place des aidants dans notre système de santé ? Je pense qu'aujourd'hui, nous tous, on y contribue. C'est-à-dire que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on parle des aidants, on en parle de plus en plus. Et je vous dis, moi, je ne connaissais pas ce terme lorsque j'étais aidant, je l'ai appris sur la fin. J'ai écrit ce livre, je ne pensais vraiment pas qu'il allait... que ça allait intéresser les gens. Vraiment, je m'étais dit, allez, ils vont être 50 de ma famille à l'acheter et puis on n'en parlera plus. Et en fait, non. Étonnamment, ce livre est un succès. Il a été réédité chez les livres de poche. Moi, ça me dépasse. Tous les jours, sur Instagram, on m'écrit. J'ai des témoignages en permanence. C'est lunaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que les aidants, je trouve qu'on en parle de plus en plus parce que il y a 11 millions d'aidants. On ne peut pas passer inaperçu. Et on a tous autour de nous quelqu'un qui aide un proche, un enfant, son mari, sa femme, ses grands-parents. Mais aujourd'hui, moi, suite à la disparition de mes parents, j'ai eu envie, je me suis dit qu'il fallait que je tourne une page. Étonnamment, j'ai tourné une page, mais j'ai surtout ouvert la première page du livre que j'allais écrire. J'ai eu envie de quitter Télématin parce que ma maman n'était plus là, donc je me suis dit que j'allais aller sur TF1 Bonjour parce que j'avais envie de renouveau. Mais je continue encore chaque jour à essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Souvent, on parle de la question du statut de l'aidant. C'est très discuté dans les associations. Certains y sont favorables, d'autres pas, parce que... Je suis assez partagé sur la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les conditions actuelles, c'est
Ça pourrait paraître compliqué. Je pense que ce qui pourrait être intéressant dans un statut juridique d'aidant, ce serait que l'aidant se reconnaisse comme aidant, parce que c'est peut-être plus facile de dire, en fait non, je suis vraiment aidant, j'ai un statut. Mais ma seule crainte, j'aimerais pas que l'État se désengage. J'aimerais pas qu'on me dise, il est aidant, et ben nous, c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire, voilà un petit peu d'argent, on se désengage. Donc voilà, ce serait peut-être ma crainte, moi, sur le statut juridique. Donc on est assez partagé sur le sujet. Mais je pense que voilà, c'est tous ensemble qu'on pourra continuer, et j'ai vraiment bon espoir. Hein. La HAS, en mai-juin dernier, a fait un webinaire collectif pour essayer de sensibiliser les médecins, les professionnels de santé, les paramédicaux, les RH aussi. On voit que dans les entreprises, il y en a de plus en plus qui prennent le problème à bras le corps, qui font intervenir de nombreux conférenciers pour être sensibilisés, les managers pour essayer aussi d'expliquer les différents dispositifs qu'il y a en place. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, on a vu le nouveau plan, la stratégie nationale contre les maladies neurodégénératives, le plan 2025-2030, où là aussi les aidants apparaissent vraiment. Il y a un gros focus sur les aidants et les différentes choses qui seront à mettre en place. Donc voilà, moi je trouve qu'aujourd'hui, on aimerait que ça aille plus vite, on aimerait qu'il y ait plus de moyens, qu'il y ait plus d'auxiliaires de vie, et on aimerait surtout qu'il n'y ait plus d'aidants, parce que ça voudrait dire qu'il y a suffisamment de professionnels pour se charger, s'occuper de nos personnes aidées. Mais voilà, malgré ce tableau un peu douloureux de l'aidance, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un peu de lumière qui commence à éclairer ces aidants. Merci Vincent. Ça ne s'arrête pas là. Vous avez sûrement des questions, des réactions, en tout cas à nous partager. Vincent est encore avec nous pendant 1 heure, donc n'hésitez pas à réagir. Sans forcément de micro, je répéterai la question dans le micro pour que tout le monde entende bien. On a des étudiants au taquet. Je voulais savoir, parce que dans ton... Oui, bien sûr. Ton père a décédé juste après. Oui. Oui. Qu'est-ce qui a fait chez lui, en particulier, tu nous as dit qu'il y avait beaucoup d'amour, il n'avait pas envie de déléguer, voilà, ça a été très compliqué, mais qu'est-ce qui a fait que chez lui, malgré ses problèmes de santé, parce que j'ai lu un petit peu, j'ai lu l'histoire, j'ai lu ton livre, qu'est-ce qui a fait que chez lui, t'as pas réussi finalement à le décider à lever plus le pied que ça, ou pas assez tôt, voilà, pour éviter justement ce genre. Ça arrive souvent, oui. Malheureusement, que les aidants disparaissent avant. Mais il était absolument têtu. Mon père, compliqué. Mais pour qu'on mette mon frère et moi 5 ans à lui faire, 4-5 ans à lui faire accepter une aide extérieure, c'était déjà sportif. Il y avait un amour fusionnel, mais vraiment dingue. Et pourtant, j'étais sur son dos, à vérifier sa santé, à vérifier s'il mangeait bien, à faire contrôler ses rendez-vous chez le médecin. Enfin, j'étais bien présent quand même, beaucoup. Mais ça fatigue, parce que lui, il était 24 heures sur 24, et bien qu'il y ait eu des auxiliaires de vie à la maison, lorsqu'il fallait changer un drap la nuit parce qu'il y avait eu un accident, il était debout. Et je le dis d'ailleurs dans le livre, hein, on voit au cinéma de magnifiques scènes d'amour, hein, les plus belles. Mais moi, étonnamment, celle qui m'a le plus touché, c'est quand un jour, je suis descendu à 3 heures du matin, parce que j'entendais que mon père était réveillé, est-ce qu'il se passait quelque chose, et lorsque j'ai franchi le pas de la porte, j'ai vu mon père en train de changer le lit avec les jambes de maman sur son cou, qui était plié en deux alors qu'il avait déjà le dos fracassé. Et cette scène était terrible, mais en même temps pleine d'amour. Et en fait, c'était ça, je pense, tous les jours. Et bien que je lui demande de lever le pied, finalement... Je pense que c'était un peu anecdotique par rapport à tout ce qu'il vivait. Et il y avait une telle connexion entre les deux que, pour finir un peu sur la conclusion, c'est qu'effectivement, il a été une première fois hospitalisé parce que son cœur commençait à devenir fragile, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis un jour, il était en réanimation, mon papa. Et ça, mon frère et moi, on ne l'avait pas anticipé. En fait, on s'était dit, c'est maman qui est malade, c'est maman qui partira la première. Et on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on fait si papa part le premier ? Parce qu'en fait, on n'a mis aucune mesure de protection en place. Aussi, c'est un point essentiel que vous devez connaître. On n'avait mis aucune protection en place et on s'est dit, si papa part le premier, en fait, on ne pourra pas vendre la maison parce qu'ils étaient tous les deux propriétaires d'une toute petite maison, toute mignonne.
parce que maman n'aurait pas été en mesure de signer les papiers. Il aurait fallu passer chez le notaire avec un an. Il faut une évaluation psychiatrique. Ça aurait mis un an avant de se mettre en place. Ça nous aurait rajouté encore plus dans la galère qu'on l'était parce que pas de moyens pour garder maman à la maison. Bref. Et donc ça, il faut y penser. La mesure de protection, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais vraiment, la mesure de protection juridique, pensez-y, c'est essentiel. Et dans cette histoire, mon père, effectivement, finit en réanimation pendant 1 mois et demi, et les réanimateurs me disent « Votre papa, ça va être compliqué ». Donc là, mon frère et moi, on se dit « Bon, ça va être comment on va faire ?» Mais ce n'était pas sans compter sur mon père et l'amour qu'il avait pour sa femme. C'est vrai que d'un point de vue médical, je me suis dit que ça allait être compliqué pour lui de passer cette épreuve supplémentaire. Et bien, il l'a fait. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais sur le quai du métro à Paris. Le réanimateur m'appelle et me dit « Votre papa est réveillé. Il veut sortir contre avis médical. » Waouh, waouh, waouh. Donc, ça a été... Eh bien, il l'a fait. Hein, je veux dire, c'était assez compliqué. Et finalement, il est rentré à la maison. Et ma mère a entendu le son de la voix de mon père qui a dit « Nadine ». Et là, elle a retrouvé son sourire, mais c'était une étape de plus qui consommait toutes ses réserves et toutes les ressources de mon père. Et à chaque fois, il a avancé. Et puis, voilà, sur la fin, ma maman était vraiment, on sentait que c'était compliqué. Et mon père aussi était dans une situation d'urgence. Et je me suis demandé sur ce temps-là qui allait... c'était vraiment, on a vécu une fin difficile. Et ben là aussi, il a tenu parce qu'il fallait qu'il soit présent jusqu'à la fin, quoi. Donc, c'est beaucoup de choses. Vous sentez, hein, c'est toujours un peu dur. Mais je trouve que ouais, l'amour de mon père était assez dingue dans cette histoire. Et donc, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup d'aidants, cet amour. Donc, on a beau leur dire, essayer de lever le pied. C'est comme un peu prends soin de toi, quoi. Donc moi j'ai essayé de ne pas le faire culpabiliser. Déjà je lui disais arrête la cigarette. Donc ça c'était un peu dur, mais bon, il avait diminué 1 cigarette par jour. Je me dis bon, si ça lui fait du bien, tant mieux. Mais voilà, il ne faut pas les faire culpabiliser parce qu'ils font déjà le maximum. Et j'essayais de ne pas lui dire, voilà, j'essayais de faire ce que je pouvais pour qu'il soit suivi par son médecin. Mais bon, voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Et chacun doit faire comme du mieux qu'il peut pour être le meilleur aidant possible. Une question marrante maintenant, s'il vous plaît. Il y a une autre question, je sais pas si... Une question marrante. Je me demandais comment s'étaient répartis les rôles entre votre frère et vous, et de par votre formation de médecin, j'imagine fort. Ouais. Il y a plus de choses qui ont porté sur vous que... Alors on s'est un peu répartis de manière... moi j'étais à Paris et mon frère était au Havre avec mes parents. Et moi j'ai géré la partie médicale, les rendez-vous médicaux, les dossiers administratifs. Je gérais tout ce qui était santé et les posologies des différents médicaments. Enfin bref, c'était une lourde tâche déjà à gérer. Mon frère, lui, gérait la gestion de la maison, l'administratif, remplir le frigo, sortir maman en voiture, la promener pour que mon père puisse souffler. Et mon père était très présent au début. Et puis, avec la fatigue, au bout d'un moment, il n'y arrivait plus. Donc, on a ensuite récupéré, on s'est réparti le rôle de papa. Mais ça s'est fait au fur et à mesure des années. Pendant 14 ans, on s'est vraiment réparti les rôles. Mais il n'y a pas eu une réunion en train de dire, bon, qui c'est qui prend les tâches ménagères ? Non. Il n'y a pas eu ça. Nous, on n'a pas été très forts dans le langage entre nous et dans la discussion entre nous. Tout s'est fait de manière très, très insidieuse et on a chacun pris notre place. Mais finalement, cette systémie familiale, elle se réorganise tout le temps, quoi. Il y a tellement une évolution de la maladie qu'au bout d'un moment... on pensait déjà qu'on avait atteint le maximum en charge mentale. Et ben non, en fait, quand je vous en parlais tout à l'heure, l'aidant, il est capable de se dépasser. Et moi, j'essaie au mieux de gérer la consultation. J'étais à la télévision le matin en direct et j'essayais de sourire alors qu'au fond de moi, je pleurais terriblement. Mais à la télé, j'étais avec un gros smile alors que j'en pouvais plus. Et puis en même temps, je gérais l'auxiliaire de vie qui n'avait pas pu se présenter ce jour-là ou maman qui avait une complication, bref. Mais... donc voilà, je trouve que moi j'ai eu de la chance parce que vous verrez sans doute, hein, je le vois moi en consultation, souvent c'est les femmes qui sont aidantes. Nous on était 3 hommes et on a réussi à... Ça a bien fité comme ça a marché comme ça. Mais souvent c'est des femmes, souvent elles me disent bah non mon frère en fait il s'investit pas trop, il est pas trop au courant. Donc ça on voit bien que chaque famille s'organise différemment et c'est aussi ce que je donne aussi comme conseil. Enfin, il faut faire le mieux que vous pouvez. Moi, je suis pas en train. Alors, mon frère et moi, on s'est vraiment sacrifié, vraiment.
Mais je ne dis pas que c'est le modèle qu'il faut suivre. Enfin, chacun fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a et du mieux qu'il peut. Si c'est que 20%, et ben c'est déjà 20%, c'est génial. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'institutionnalisation. Si un jour, c'est une décision qui doit être prise, et ben, en fait, on dit souvent aussi que cette institutionnalisation, c'est aussi une sécurité pour l'aidant et pour l'aider, parce que souvent, les deux se mettent en danger. Et l'aider en peut plus, l'aidant en peut plus, et que finalement, lorsqu'on on passe le cap de l'institutionnaliser, lorsque les deux se retrouvent, alors attention, c'est difficile, hein, mais lorsque les deux se retrouvent, ils sont dans des meilleures conditions pour partager un moment de qualité. Tu as déjà un peu répondu, mais qu'est-ce que ça t'a appris, toi, ces 14 ans ? La résilience, je ne connaissais pas ce mot-là, qui est devenu hyper à la mode sur tous les kiosques de Paris à un moment donné. Je me suis dit, waouh, ils auraient pu appeler ça Vincent, je vous le dis, moi. Non, mais c'est vrai, je ne connaissais pas trop ce terme de résilience. C'est vraiment... Tu mettrais quoi dans ce terme, toi ? Moi, je mettrais cette capacité à s'adapter, toujours à se dire que finalement, on a touché le fond. Eh ben non, en fait, étonnamment, l'humain est plein de ressources, est capable à chaque fois de... Moi, je dirais pas que c'était un jeu, mais c'est vrai qu'à chaque fois que la maladie avançait un pion, je me dis, attends, ok, tu avances ce pion-là, moi je vais faire autrement, et tu vas voir que je vais encore gagner du temps. Et donc ça, cette capacité, ce que je disais effectivement, si on m'avait dit au tout début, voilà ce que tu vas avoir pendant 14 ans, j'aurais dit non. En fait, j'ai pas envie de connaître la fin de l'histoire, parce que je dis non tout de suite. Personne ne signerait un tel contrat. Mais comme finalement ça s'est imposé à moi chaque jour après jour, semaine, mois, année, quand je regarde derrière moi, je me dis waouh, tout ce que j'ai fait. Et une chose que j'ai pu retenir quand même, c'est que c'est vrai que quand on dit aux aidants bravo pour tout ce que tu fais, mais félicitations, moi j'avoue que je n'avais pas conscience de ça. Je me rendais pas compte de tout ce que j'étais en train de faire. Mais à mon tour, aujourd'hui, je le dis aux aidants, c'est d'ailleurs la conclusion du livre, je le dis, en fait, vous pouvez vraiment être terriblement fiers de ce que vous faites, parce que c'est tellement gigantesque tout ce qu'on accomplit lorsqu'on est aidant que vous ne pouvez être que fiers. Alors c'est vrai, ça ne change pas la face du monde, ça ne soigne pas votre proche, votre mari, votre enfant, mais vraiment ce qu'on accomplit lorsqu'on est aidant, c'est juste incroyable. Donc voilà, moi je retiendrai ça, je ne pensais pas que j'avais toutes ces capacités au fond de moi, je ne pensais pas que j'étais capable de devenir docker sur le port du Havre à décharger les bateaux de conteneurs et voilà, et que demain, quelques années plus tard, je deviendrai médecin, que je deviendrai aidant, que je ferai un peu de télévision, que je ferai un livre qui touche des gens et que j'essaye aujourd'hui à ma façon de faire avancer la cause des aidants. Donc voilà, c'est cette résilience... voilà, je ne sais pas où je serai demain, hein, encore avec vous, j'espère, hein, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, les aidants, ils sont pour moi des héros invisibles et qu'il faut mettre un peu plus en lumière. Ouais. Un mot sur les antidépresseurs, peut-être ? Mais qui sont un pilier, hein, ça, j'ouvre une parenthèse sur les antidépresseurs. J'ouvre beaucoup de parenthèses ce soir. Mais pendant mon aidance, on m'a beaucoup dit, ma psychologue Églantine m'a dit, vous devriez prendre des antidépresseurs. Vous ne dormez pas bien, il y a quand même une forme de tristesse. Mon petit doigt me dit quand même que vous avez peut-être besoin d'une petite béquille. Et elle me dit, bon, je pense que vous allez me dire que je suis psychologue, vous n'allez pas vouloir m'écouter, donc peut-être aller voir un confrère psychiatre qui vous dira peut-être la même chose. Ben, il m'a dit la même chose, hein, c'est pas faux. Mais il m'a dit que j'étais sans doute avec un petit syndrome dépressif. Mais néanmoins, je n'ai pas voulu prendre d'antidépresseurs. Pourtant, j'en suis le premier convaincu. Il m'arrive d'en prescrire aux patients. On sait très bien que ça fonctionne, voilà. Mais non, j'ai résisté. Voilà, c'est bête. Je dis que c'est bête parce que si j'avais su, je l'aurais fait. Je l'ai pris après l'antidépresseur. Lorsque j'ai perdu mes deux parents, je ne vous cache pas que c'était un moment un peu tendax. Et ça a été une béquille formidable. Ça m'a redonné le jus, le fameux jus, un peu l'énergie qui m'a manqué. Et donc, voilà, moi aujourd'hui, si c'était à refaire, peut-être que je ne me refuserais pas cette béquille qui peut, dans certains cas, être utile. Donc ça aussi, je le dis aussi aux patients, il faut pas, on vit suffisamment des choses difficiles et dures, il ne faut pas s'empêcher et se refuser des aides, qu'elles soient humaines, je vous en parlais des auxiliaires de vie, matérielles, de l'équipement à la maison, mettre un lit médicalisé, parce que
c'est toujours dur de faire rentrer du matériel médical dans sa maison parce que c'est faire rentrer la maladie. Le premier fauteuil roulant qui est arrivé dans la maison, c'est pas beau à voir, c'est moche. C'est moche un fauteuil roulant, mais finalement, c'est bien utile. Comme un lit médicalisé, c'est moche, mais c'est bien utile pour faire les transferts, tout ça. Et ben, les médicaments, parfois, lorsque c'est utile, qu'on vous le propose, il faut être attentif et se dire, bon, allez, pourquoi pas. Je trouve que c'est impossible que vous arrivez à me dire que vous avez conscience que votre papa faisait beaucoup de choses, mais vous-même, vous ne savez pas que lui faisait beaucoup de choses. Donc, comment on arrive aussi à s'autoriser de se dire, alors qu'on arrive à dire notre proche. Et ma seconde question, est-ce que vous êtes arrivé à vous dire entre frères, est-ce que tu vas bien? Alors sur la première question, oui, je voyais que mon père en faisait beaucoup. Et en fait, finalement, j'avais aussi conscience que j'en faisais aussi beaucoup, mais je n'avais pas besoin de me mettre de mots dessus. Je voyais un psychologue, Églantine, je me disais, bon, elle est là pour ça, quoi. C'est-à-dire, si je la paye, c'est pour aussi... parfois, j'y allais, je n'avais pas spécialement envie de parler, mais je me suis dit, tiens, bon, elle est là, elle va m'écouter. Donc, c'est comme ça que je prenais je prenais soin de ma santé mentale. En voyant Églantine, c'est vraiment... En fait, voilà, j'avais bien conscience que j'en faisais beaucoup. Et quand on dort plus, c'est vraiment... Pour moi, c'était évident. Même si je ne le verbalisais pas, Églantine le faisait très bien à ma place. Et ce qu'elle faisait d'ailleurs très bien aussi, et c'est pour ça que j'allais la voir, c'est que jamais j'ai pleuré, je vous le dis. Enfin, souvent on dit aller voir le psychologue, c'est pour aller pleurer. Non, moi j'ai jamais pleuré. Je pense qu'elle se tirait les cheveux, elle attendait la larme, mais non, Églantine, vous n'aurez pas de larmes. Et en revanche, ce qui me faisait du bien, c'est que lorsque j'exprimais, verbalisais ce qui se passait chez moi, de temps en temps, elle inclinait la tête ou elle pinçait un peu les lèvres. Et en fait, je trouve que c'était un peu le miroir de mes émotions. C'est-à-dire que ce que moi je considérais comme normal et que j'étais un peu en mode avion en avance, Églantine, lorsque je racontais ce qui s'était passé, la chute, le machin, tout ça, et elle, de par sa petite réaction, je comprenais que c'était pas tout à fait normal ce que j'étais en train de vivre. Donc ça, ça me permettait parfois d'assouvir un ressenti, ou alors que je n'avais pas vraiment conscience. Et sur la deuxième question, pardon, je l'ai oublié, c'était... Entre frères, vous êtes arrivé à vous poser la question si vous alliez bien mutuellement. Parfois, les situations comme ça qui mènent à un expatrié aussi. Moi, j'ai essayé, parce que mon frère n'avait pas décidé de prendre un soutien psy, donc j'ai essayé de lui dire, écoute, je pense que ce serait pas mal, mais lui, sa réponse, c'était de me dire non, je connais le problème. Et ma psy, et la psy ne changera rien. Enfin, le problème, je le connais, donc voilà. Moi, je lui dis, écoute, moi, ça m'apporte grand bien. Et donc, je lui ai posé la question, mais finalement, lui n'a pas voulu se faire aider. Et aujourd'hui, tout le monde va bien. Lui et moi, on va très bien. Je ne vois plus Églantine. Après le décès de mes parents, quelques mois après, elle m'a dit, Vincent, je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a fait le travail. Enfin, vous et moi, ça fait déjà 7-8 ans, je pense qu'on se voyait. Elle me dit, je pense que vous êtes prêts. Alors elle me dit, je pense qu'on pourrait, à la rentrée prochaine, envisager de ne plus se voir et ma porte reste ouverte en cas de besoin. Donc moi, j'ai eu l'impression de me faire larguer par ma psy, quoi. Je me suis dit, merde, Églantine, pas comme ça, quoi. Et non, mais elle avait totalement raison. Le travail était fait. Et alors, un deuil, c'est terrible. Et ce que j'ai aussi appris, moi, une notion qui a été essentielle aussi, c'est la notion de deuil blanc. Peut-être que vous connaissez ce que c'est, ce deuil blanc, mais moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un deuil blanc. Pour ceux qui n'ont pas trop cette notion, mais un deuil blanc, c'est quand un proche autour de vous est atteint par une maladie neurologique, en l'occurrence ma maman Alzheimer plutôt. Et je vous parlais tout à l'heure, en fait, sa mémoire s'effaçait, mais physiquement, elle avait toujours le physique d'une jeune maman, avec l'odeur de sa peau, l'odeur de ses cheveux, la couleur de ses yeux. Enfin, une très jolie maman que j'ai toujours connue comme ça, sauf que au niveau de l'intérieur de son cerveau, c'était plus la maman. Je n'avais plus les interactions que je pouvais avoir avec elle, un sourire ou un acquiescement de sa part. Donc c'est ça le deuil blanc, c'est de finalement faire le deuil d'une personne qui est toujours la même devant vous, qui ressemble toujours à la même personne, mais qui au fond d'elle n'est plus là. Donc ça, c'est terrible. Et avoir appris et découvert cette notion, je l'ai découvert en allant voir ma psy, quoi. Enfin, parce qu'elle m'a dit, voilà ce que vous êtes en train de vivre, cette tristesse, cette colère, cette ambivalence. Donc voilà, pour moi, ça c'est essentiel.
d'avoir ce soutien psy. C'est pour ça que je l'ai proposé à mon frère quand je lui demandais est-ce que ça va. Il avait l'air d'aller, mais lui, il n'a pas voulu voir de psy. Mais aujourd'hui, on s'appelle toujours 3 fois par jour et il va bien. Et moi aussi, je vais bien. Mais ce que vous exposez, c'est vraiment très émouvant. C'est une belle expérience de vie, mais ça repose beaucoup sur les sentiments familiaux. Mais malheureusement, ça sera de plus en plus fréquent. Il va y avoir des gens, des aidants, qui sont extérieurs. Et comment les choses vont pouvoir se gérer. Et là, c'est une détente. Parce que là, vous avez l'amour. Mais il y a des cas où les gens sont tout seuls. Vraiment tout seuls. Ils n'ont pas de famille. Et c'est comment vous l'évoquez. Alors, l'évoquer, le point commun quand même de tous ces aidants, c'est l'amour. Je le dis, hein, aider, c'est avant tout aimer. Donc je pense qu'on ne le fait pas là par hasard. Après, le niveau d'investissement, chacun met le curseur là où il veut. Maintenant, vous avez raison, pour les personnes qui sont seules, c'est une problématique. Et je ne suis même pas certain qu'on puisse parler d'aidants. Parce qu'au finalement, vu qu'il n'y a personne dans l'entourage, ça reste du ressort très professionnel des moyens que nous avons, bien sûr insuffisants. Mais après, on peut aussi être aidant de son voisin. On peut aller, si vous aidez quotidiennement votre voisin, vous pouvez devenir aussi l'aidant de votre voisin. Mais oui, là, je suis d'accord avec vous. En fait, sur ces 11 millions d'aidants, il y a tellement de situations différentes. Et puis aussi des familles qui refusent d'être aidants. J'ai dans mes patients, moi, des gens qui me disent en fait, non, j'ai pas envie d'aider mon père, j'ai pas envie d'aider ma mère, souvent parce qu'il y a quand même des histoires familiales terribles derrière. Et ça, donc, voilà, nous 3, on est quand même une situation assez particulière. Déjà 3 hommes, on s'est investi, tout ça. Mais il y a beaucoup de situations d'aidances. Et puis parfois, il y a des binômes aidant-aidé où c'est l'aidé qui refuse l'aide extérieure. Ça aussi, c'est une autre problématique, où là, le levier, ça va être de mettre potentiellement les avantages pour l'aidant, inversé par rapport au conseil de tout à l'heure. Mais oui, il y a autant de situations qui sont extrêmement compliquées, comme de la même manière que vieillir seul en perte d'autonomie, c'est déjà une situation d'aidance d'une personne qui mériterait d'être aidée. Et c'est pour ça qu'il est aussi important qu'on continue, au niveau du gouvernement, à développer des aides pour le maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles. Et le moment où ça ne l'est plus, l'institutionnalisation. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura des écoles de Marie-Popins ? Il y a déjà un DU qui se forme. On va en parler à Henri, qui acquiesce, je le vois. Non, mais moi je l'espère. Moi, j'espère qu'il y ait... il y a un DU dans le nord de Paris qui a ouvert l'année dernière, où la première promotion va sortir que pour des auxiliaires de vie, où ils ont essayé aussi d'uniformiser les formations. Parce que je vous en parlais, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des formations un peu hétérogènes, c'est un peu dur. Alors, il y a un autre levier qu'ils essaient un peu de mettre en place, et ça, je pense qu'on va se mettre peut-être les confrères à dos, mais c'est aussi peut-être de montrer à une auxiliaire de vie comment on prend une tension, comment on prend un saturomètre au bout du doigt, parce que on manque d'infirmières à domicile, et il y a quand même, je me dis, si on peut peut-être s'appuyer sur les auxiliaires de vie qui sont à la maison, ça peut être aussi un indicateur. Moi, je fais la régulation médicale au 15 régulièrement, j'ai des familles qui appellent, et c'est les auxiliaires de vie qui m'appellent. Et je leur dis, mais est-ce que vous pouvez prendre la tension il y a un tensiomètre qui est juste là, est-ce que vous savez prendre la tension? Et elles ne savent pas toujours. Donc, le transfert de compétences est toujours délicat. Chacun essaie de garder un petit peu. Mais aujourd'hui, peut-être que ça aussi, ça peut peut-être aider. Mais voilà, moi j'espère que demain, le métier d'auxiliaire de vie sera mieux reconnu, mieux valorisé, qu'on donne envie à ces hommes et à ces femmes de se former. Parce qu'encore une fois, je le dis, elles font un métier incroyable. Mais on ne les met pas assez en lumière, elles ne sont pas assez valorisées. Et sans elles, nous, alors on a eu Sandrine, mais après on a eu Sherifa, puis on a eu Roselyne. Donc on a eu une vraie équipe de Marie-Popins, on en a eu 3. Donc elles existent, il faut juste être patient pour les avoir à la maison. Mais voilà, j'espère aussi que ça va un peu changer. Voilà, des petits contacts que j'ai actuellement, je trouve qu'on va quand même dans le bon sens. Peut-être pour compléter ce propos et cette réflexion, je pense qu'effectivement, il y a un nombre important d'acteurs qui ont un chiffre dans ce domaine-là. On en avait cité
un grand nombre. Vous avez cité évidemment le médecin, l'infirmière, le auxiliaire de vie, le psychologue. Moi, je veux juste citer un acteur supplémentaire qui est souvent oublié dans plein de choses, dans le soin, c'est le métier d'assistant social, qui est à l'interface en fait entre plein de gens, qui est formé à une écoute psychosociale, qui est à la fois guidé, et parce que vous avez cité tout à l'heure un point important, c'est le labyrinthe des démarches à faire. Et on a tous été confrontés un jour ou l'autre au fait d'aider quelqu'un, et on se rend compte que, comme vous l'avez dit, il faut appeler là, mais pas tel jour. Il faut numériser un document. On n'a pas un lien humain. Il faut passer par des adresses numériques. Et finalement, l'assistant social, il est là aussi pour faire ce travail un peu d'interface entre tous les acteurs, évidemment pas sur le domaine du soin, mais en tout cas sur tout ce qui est vérifié aux soins. Et donc, je voulais citer ça. Et puis, je pense qu'à travers tout ce qui vient d'être dit, et je sais que ça procède de toutes les réflexions qui sont menées, il me semble que ce qui manque beaucoup, et ce sur quoi il faut travailler, c'est un parcours coordonné. Dans ce que vous avez décrit, c'était l'aidant qui allait chercher tout le temps. Et en fait, il faut qu'on aille de plus en plus vers l'aidant. Il faut qu'on lui amène du soutien. Et il ne faut pas qu'on le laisse tout seul avec ça. Aujourd'hui, il est encore trop. Moi, je suis aidante de ma maman, je suis assistante sociale de formation, mais je me dis, je passe un temps infini à des démarches, on me renvoie d'un endroit à un autre, je me dis, c'est pas possible. Et par rapport à ce que disait Madame Migron tout à l'heure, je pense aussi, parce que moi je représente tout ça des social dans l'entreprise, je pilote ce réseau d'assistants sociaux, et ce qui est fondamental, c'est de permettre à ces aidants le maintien dans l'emploi. C'est-à-dire que le lieu de répit, d'une certaine manière, alors c'est pas venir se proposer le travail, mais c'est venir un peu trouver un lieu où on est entouré de collègues qui vont pouvoir être aussi soutenants. Et c'est important d'en parler. Et franchement, je rejoins ce qui a été dit sur l'importance que les entreprises se modélisent. C'est vraiment une société. Et quand on est aidant, on est au travail, on est dans la vie privée. Et en tout cas, nous, assistants sociaux dans cette entreprise, on participe énormément à ce travail de sensibilisation de l'entreprise pour, encore une fois, favoriser cet équilibre de vie. Et ça, c'est vraiment important. Voilà, c'était simplement un témoignage et une réflexion. Je partage, vous avez raison, les assistants sociaux ont un rôle aussi clé. En fait, il y a plusieurs piliers en fait, qui gravitent autour de l'aidant. L'idéal serait le fameux guichet unique dont on avait entendu parler il y a 1 ou 2 ans, mais finalement qui n'a pas eu lieu. Mais en fait, il y a quand même des structures... À Lyon, ah oui, c'est vrai, pardon, ça n'est pas où. Mais au niveau national, peut-être un peu moins. Mais votre profession est effectivement essentielle, comme les plateformes de répit, ça aussi c'est évident. Et puis l'entreprise, mais il y a quand même une toute petite disparité dans les entreprises. Les grosses entreprises arrivent à faire des formations, à sensibiliser les managers et à mettre des choses en place, les jours de congés payés, les lignes de psychologues, enfin bref. Mais ce qui est un peu plus compliqué, c'est pour les plus petites entreprises. Ça, là, ça devient un peu problématique. Mais voilà, moi, encore une fois, je trouve que de plus en plus, on me propose d'intervenir et ça, j'en avais pas conscience avant. Donc voilà, ça commence vraiment, vraiment à arriver. Mais oui, votre rôle est essentiel. Donc moi, aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'il y a un aidant, je dis qu'il faut en premier en parler de son médecin traitant et puis se rapprocher peut-être d'une structure d'aidants, d'une maison des aidants ou qui est proche de son domicile, voire le CCAS parfois aussi, qui peut aussi aider. Mais l'idéal serait quand même qu'il n'y ait qu'une seule personne qui fasse le point de tout ce qui est mis en place à la maison et qui fasse les démarches. Parce que c'est vrai, quand on est aidant, on n'a pas le temps. On n'a juste pas le temps. Ah ouais, la coordination de faire tout ça, absolument. Vous avez raison. Il y a un métier d'assistance qui s'appelle du care management. Pardonnez-moi l'anglicisme. Mais en fait, vous êtes les premiers dans ce métier-là, en tant qu'assistants sociaux. Et derrière, il faut pouvoir organiser le soutien toute la journée si on veut maintenir les gens à domicile. Et je pense que ce métier-là, il n'est pas suffisamment relevé aujourd'hui. Mais s'il y a une politique de domicile versus une politique d'institution, peut-être qu'il y a un choix. C'est vrai. Tout en gardant une approche systémique et de bien prendre en considération les besoins de l'aidant et d'évaluer le besoin de l'aidant et de repérer le niveau de risque d'épuisement aussi pour accompagner la situation dans sa globalité. Est-ce qu'on peut prolonger du coup la conversation sur
cette question de la conciliation entre la vie professionnelle, qui concerne aussi les aidants sur 10 à peu près, et la vie familiale avec ses difficultés. Moi, j'aimerais bien que vous nous disiez un peu quel a été votre vécu. Est-ce que la conciliation de ces deux rôles, c'était plutôt le travail est un fardeau supplémentaire, alors qu'il y en a déjà un qui est très lourd à la maison, ou est-ce qu'au contraire, c'est comme un répit, c'est-à-dire aussi un endroit dans lequel je peux, comme tout le monde, me consacrer à une tâche, me concentrer sur autre chose que les difficultés. Et est-ce qu'il y a une ambivalence de ces rôles? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Et comment est-ce qu'éventuellement, comme médecin, vous pouvez conseiller vos patients sur la façon de vivre cette double vie? Mais moi, ma situation elle était un peu évolutive. C'est vrai, comme beaucoup de gens, j'ai voulu arrêter de travailler. Parce que je me suis dit, au début, j'arrivais à tout gérer, puis une telle charge mentale que je me suis dit, je vais arrêter. En fait, j'arrête la télévision, j'arrête le cabinet. Mais en tant que libéral, si j'arrête, j'ai rien. Enfin, je n'avais plus d'argent. C'est compliqué quand même. Et finalement, j'avais fait le constat que oui, lorsque j'allais travailler, ça me faisait du bien de voir des gens qui n'étaient pas du tout au courant de cette situation et qui me racontaient leurs histoires. Et c'était mon répit. Effectivement, ça me permettait de souffler en allant travailler. Voilà, je vivais autre chose. Donc, moi, je conseille autant que possible de garder une activité professionnelle. Je le dis à mes patients, ça permet de se sociabiliser, d'avoir une utilité dans la vie autre que celle des dents, de vivre pour autre chose. Parce que souvent, lorsqu'on est aidant, on vit que pour ça. Et je l'évoquais aussi, il y a ce côté post-aidance. Alors, on est certain, pour certains d'entre nous, il y aura une post-aidance. C'est plus compliqué pour les parents qui sont parents aidants d'enfants malades, parce que parfois, c'est l'enfant qui part le premier, mais parfois, c'est les parents qui partent aussi le premier et l'enfant qui continue de vivre tout seul. Donc ça, il n'y a pas de situation de post-aidance pour eux, mais dans ma situation et dans ce que je vois souvent au cabinet, je dis qu'il est important de continuer à travailler, parce que le jour où la situation d'aidance s'arrête, là aussi, il faut raccrocher les wagons. Il faut reprendre sa vie normale, il faut avoir une nouvelle utilité, retrouver plaisir dans son travail, reprogresser dans la hiérarchie. Voilà. Et j'avoue que dans ma situation, mes parents sont partis. Bon, je me suis pris un petit peu de temps pour souffler, enfin même pas, encore 2-3 semaines, et après j'étais de nouveau à la télévision et en consultation. Mais voilà, pour moi, il est essentiel quand c'est possible. Après, voilà, il n'y a pas de règle universelle, mais le travail est essentiel, même si on peut peut-être diminuer la charge de travail parfois. Moi, j'ai des patients qui passent en mi-temps, mais au moins, ils sont contents, satisfaits aussi d'avoir une autre utilité de par leur travail. Mais pour moi, c'est essentiel. Je trouve que sinon, on vit déjà, quand on est aidant, on vit dans une bulle. Et moi, j'avais l'impression d'avoir la carte de membre des aidants et que ce sont uniquement ceux qui ont la carte de membre peuvent se comprendre, parce que sinon, on a beau expliquer, on peut imaginer un peu, mais vraiment comprendre ce que c'est vraiment qu'être aidant, c'est compliqué. Donc voilà, c'était un bonheur d'aller travailler, même si j'aime pas toujours mes collègues, mais c'était un bonheur d'aller voir d'autres personnes pour échanger avec eux et se plaindre de la routine du quotidien. Voilà. D'ailleurs, une part importante des proches aidants en entreprise qui sont en activité professionnelle, c'est ne disent pas leur situation. Alors c'est à la fois par peur injustifiée d'ailleurs d'être mis un peu au placard, d'être ostracisé ou d'être moins bien considéré, mais c'est aussi en partie parce que c'est le lieu dans lequel la maladie de notre proche n'est plus. Et donc au fond, c'est un espace vraiment de normalité, et ça permet de ne pas laisser à la porte de l'entreprise mes difficultés, et d'être quelqu'un comme tout le monde pendant quelques heures ou quelques jours dans la semaine. Et donc cette ambivalence, elle est effectivement intéressante, et vous l'avez bien expliqué. Merci. J'ai eu l'impression que changer de chaîne participait à quelque chose de la post-aidance. Zapper alors non. Mes parents sont partis en 2022, pardon. Le livre est sorti en 2023, en septembre 2023. J'ai encore fait un an, j'ai poursuivi un an télématin, mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Voilà. J'avais l'impression d'avoir fait le tour des échanges et de ce que je pouvais apporter dans ce programme que j'ai beaucoup aimé. Mais j'avais ensuite
je pense que j'aurais arrêté la télévision. C'était plus pour moi. Dans tous les cas, je pense que j'allais quitter le programme. Et puis, finalement, il y a eu ce nouveau programme qui est arrivé sur TF1. Et parfois, moi, je dis que le hasard ne favorise que les esprits préparés. C'est plutôt Pasteur qui le dit. Je l'ai piqué sa phrase, il m'en voudra pas. Mais pour la petite histoire, ce livre, moi, il est sorti aux éditions Stock. Et mon éditrice, qui s'appelle Paloma, qui est formidable, qui a 33 ans et qui est une femme incroyable, c'est elle qui avait édité aussi le livre de Bruce Toussaint sur le décès de sa maman. Elle n'a pas souffert. Et en fait, c'est elle qui nous a mis en relation. Elle avait édité le livre de Bruce Toussaint quelques mois avant, et moi, elle a édité mon livre. Et elle m'a dit, écoute, voilà, je pense que vous devriez vous parler tous les deux. Et moi, j'étais dans cette phase où j'allais arrêter. Voilà, je pense que j'avais fait le tour. Je me posais la question. Et puis TF1 a lancé sa matinale. Et voilà, la connexion s'est faite. Et voilà, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Donc j'ai rencontré Bruce Toussaint, qui est une personne formidable. Je vous le dis, voilà, les potins de la télévision, qui est vraiment une personne vraiment bienveillante et tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu cette impression de nouveau cycle, de commencer autre chose. Peut-être de cette manière de tourner une page et de continuer à avancer, de reprendre mon travail de médecin au cabinet, de faire de la régulation au post-SAMU, et puis de m'investir beaucoup dans tout ce qui est aidance, conférences. Et voilà, je ne sais pas trop encore où je vais aller après. Moi, je n'aime pas savoir, je n'ai pas du tout envie de savoir. Alors, ne me dites rien si vous savez, hein, mais vraiment, c'est gentil. Mais j'ai vraiment pas envie de connaître où je serai demain, savoir où je serai demain, parce que sinon je trouve que ça paralyse un peu. Donc j'aime bien l'idée que ça reste ouvert. Avoir été aidant, j'ai bien compris, apprend à ne pas savoir ce qu'est demain. C'est exactement ça. Je trouve que lorsqu'on est aidant, on vit vraiment au jour le jour. Hein. Ce côté vie au jour le jour, c'est formidable. Non, vraiment, je vous assure. Non, mais aidant, ouais, on a du mal à se projeter. Lorsqu'on est aidant, se projeter même à la fin de semaine ou même les vacances, parce que beaucoup d'aidants ne prennent pas de vacances, ou alors ils les prennent avec beaucoup les assurances annulation. Mais on ne peut pas se projeter lorsqu'on est aidant. Et moi, avec mon frère, on ne prenait plus de vacances. Une fois, on est parti à la montagne et en fait, on a dû rentrer en catastrophe au bout de 2 jours parce que ça n'allait pas à la maison. Mais donc voilà, c'est vrai que l'aidant... Ce qui manque dans la vie de l'aidant, c'est la projection. Et pourtant, on sait que c'est essentiel dans l'équilibre psychique, mental. Là, on a tous repris, vous avez repris les bancs de la fac, mais je suis sûr que vous pensez déjà aux vacances du mois d'octobre ou du mois de décembre. Mais parce que je trouve que la projection, elle fait du bien, d'organiser des projets. Et ça c'est quelque chose qui manque lorsqu'on est aidant. Et pour se nourrir mentalement, psychologiquement, ça manque terriblement. Donc, c'est une richesse qui manque. Donc oui, l'aidant vit au jour le jour, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose de positif. Et en même temps, ça ne doit pas être très facile parce que quand vous êtes aidant comme ça à 300%, votre temps il est tout le temps timé et ça ne fait pas un grand trou noir quand tout à coup, il n'y a plus ce timing obligatoire de presse. On dit souvent que les gens comme ça, quand on est en situation d'urgence tout le temps, lorsqu'il n'y a plus, il y a comme un grand vide, en fait. Oui. C'est vrai que moi, je ne m'y attendais pas, mais alors j'ai l'impression que pendant 14 ans, j'ai vécu dans une tempête. C'est-à-dire qu'au jour le jour, avec tout était une tempête, c'était bruyant, enfin, c'était, voilà. Et le jour où maman est partie, alors je ne sais pas du tout un film de Walt Disney, mais quand le jour où elle est partie, j'ai l'impression que j'ai revu les rayons du soleil, que j'ai de nouveau entendu les oiseaux dans le jardin, parce qu'en fait, c'était le calme après la tempête. Ça, j'ai vécu ça sur le moment, c'était assez étonnant. Et après, oui, d'un coup, c'est bizarre de se dire, en fait, je n'ai plus rien à faire là. Bon, alors, mon papa s'occupait encore quelques temps, mais c'est vrai que quand on a perdu les deux avec mon frère, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Moi, ça m'a fait penser, alors je fais la comparaison, mais ça m'a fait penser au concours de médecine. Quand vous travaillez pendant 1 an et vous révisez avec des bouquins, vous enchaînez la dermato, la pneumo, la psychiatrie, vous enchaînez tout. C'était une dédicace pour vous, ça. Et que vous passez le concours, le dernier jour vous avez fini le concours, et vous dites, il faut encore que je révise là, il y a encore un truc à faire, et on vous dit, non, c'est bon, tu avais ton concours, tu as rendu ta copie, tu n'as plus rien à faire. Et là, ça m'a fait la même sensation de me dire, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, je n'ai plus eu rien à faire, et c'est pour ça que du coup, on se réinvestit dans le travail.
toute cette place, moi je pense que j'avais 60% de mon emploi du temps que j'ai réinvesti dans le cabinet, dans la consultation. En fait, j'ai rempli le vide, la peur du vide, ça c'est terrible, mais bien sûr j'ai rempli le vide, je ne me voyais pas rester à la maison et attendre que ça passe. Et puis finalement, il y a eu après cette écriture du livre qui est arrivée et vraiment je l'ai fait rapidement. Et puis aujourd'hui, finalement, d'en parler encore avec vous, de parler des aidants. Alors je pourrais me dire souvent, je me dis, mais pourquoi je m'afflige ça? Pourquoi je ne raccroche pas finalement? Mais je ne dis pas que j'ai un rôle, pas du tout. Je ne me sens pas comme étant le sauveur, non, vraiment pas. Je pense que souvent on me dit, vous êtes la voix des aidants. Non, je suis une voix parmi tant d'aidants. Il y a plein de gens qui ont plein de choses à raconter. Mais j'ai la chance d'avoir un petit éclairage médiatique, alors je m'en sers un peu. Et bon, ça a l'air de temps en temps, ça fonctionne de temps en temps. Ouais. On va prendre encore peut-être une ou deux questions, ou commentaires, réactions. Oui. Je voulais juste rebondir en termes de réflexion sur la conciliation vie professionnelle, vie familiale. Je me demandais si, quand même, en entreprise, il n'y avait pas un déclassement des aidants comme il y a un déclassement des femmes et des femmes avec enfants. Il est rare qu'il y ait promotion des aidants dans l'entreprise et aller vers les aidants pourrait être quelque chose d'assez simple. À ce jour, ça se développe, mais je ne pense pas que les aidants avancent plutôt cachés. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, je voulais vous demander si dans tout ce que vous avez rencontré nouveaux métiers qui sont les pères aidants, familles professionnelles. Alors, pour cette dernière question, non, moi je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer à l'époque. Enfin, je ne les avais pas rencontrés. Maintenant, oui, j'en côtoie régulièrement. Ça, pour moi, c'est une aide supplémentaire qui est essentielle. Et maintenant, sur la question des aidants salariés, je vous en parlais un peu tout à l'heure. Je trouve qu'on commence quand même à changer, qu'il y a quand même des études qui montrent qu'un aidant, ce n'est pas une tare, et qu'un aidant salarié n'est pas moins bon que quelqu'un d'autre. Et on commence à montrer qu'ils sont capables de s'organiser, qu'ils savent mieux gérer leur emploi du temps, qu'ils sont plus efficaces, meilleurs dans les relations humaines. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on va mettre demain que des aidants comme directeurs de toutes les entreprises, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de programmes qui permettent de les accompagner au mieux. On essaie de sensibiliser les RH, on essaie de sensibiliser les managers. Mais je ne sais pas comment ça se passe dans votre groupe, mais... Excusez-moi, mais un peu comme l'hôpital, est-ce que vous avez vu un dispositif RH en direction des aidants pour des professionnels qui sont aussi passionnés? J'ai déjà entendu, il y a eu des conférences au niveau de la PHP sur les aidants. Maintenant, je ne connais pas tous les dispositifs de tout, mais... En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même déjà une disparité dans les grosses entreprises et les petites, entre le privé et le public. Il y a des choses, on assiste quand même malheureusement à des disparités. Et on n'est pas tous égaux face à l'aide que peuvent recevoir les salariés aidants. Je peux compléter éventuellement que moi je peux m'exprimer qu'au niveau du privé. Et en effet, je pense que le rôle des boîtes de taille importante, c'est de montrer le chemin. Donc il y a d'abord les pouvoirs publics qui montrent le chemin. Vous avez vu que lors de la réforme des retraites bornes, il y a des trimestres pour aidants qui ont été déclarés comme validables. Et je pense que le rôle des grandes entreprises, c'est de dresser le chemin et derrière, ça ouvre une parole, elle pousse des politiques inclusives. Et même si je suis complètement alignée avec vous, les PME, elles pourront plus ou moins faire. Et d'ailleurs, la notion de gestion des ressources humaines dans une PME, c'est une notion quand même assez conceptuelle. Mais en même temps, je pense que comme notre population elle vieillit, par définition, au-delà de 50, 55, je pense à quelque part aidant, si je pense non pas aux conjoints, aux enfants, mais aux parents. Parce que, en fait, la génération qui atteint les 55, elle est sandwich. Au sens, elle a ses parents qui vont vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans,
parfois très bien, parfois ce sera compliqué. Et puis, elle a derrière, sans doute, pour ceux qui ont eu des enfants, et ben, la génération enfant, Et donc, ce que je veux juste dire par là, c'est que, en tant que grosse boîte, en tant qu'ancienne DRH d'AXA France, moi je trouvais que j'avais un rôle d'ouverture du chemin. Et donc, que ça ruisselle un petit peu en montrant les choses. Voilà. Après, c'est une histoire de foi, hein. Il faut y aller, il faut montrer. Pratique. C'est le progrès humain et il faut communiquer. Et la marque employeur, vous savez, c'est ce que déploient les employeurs pour garder leurs salariés. Et moi, je veux vous dire, les salariés, il y en a de moins en moins. Et donc, je pense que de plus en plus, les employeurs voudront les garder. Après, sur les pouvoirs publics, l'hôpital, les collectivités territoriales, je pense que c'est un petit peu compliqué, mais je ne me permettrai pas de m'exprimer. Je pense que la politique RH est plus complexe, même comme concept. Voilà. Merci. Une dernière peut-être intervention? Oui. Peut-être juste par rapport à cette question, je considère que le CREA de l'Île-de-France, on est en train de faire une étude sur les besoins des aidants présidents au nom de l'ARS. Et juste pour dire que cette question du manque de souplesse, du manque de connaissance des employeurs par rapport à cette question des aidants, elle est récurrente. Donc, il y a encore une très très grosse marge de progression à avoir de ce point de vue, notamment faciliter l'aménagement des horaires, faciliter le télétravail quand c'est possible et tout ce qui suit. On a énormément d'aidants, notamment des résultats, qui font part de leurs difficultés, ou des services RH qui ne connaissent pas en fait les droits, qui ne savent pas comment les mettre en œuvre. Il y a encore une grosse marge de progression à avoir sur cette question. Mais le DU va aider. Mais le DU va aider. Merci Diane. Sur cette belle parole, Henri, je te laisse peut-être le mot de conclusion. Allez-y, Henri. Si tu voulais rajouter quelque chose. Merci Vincent. Écoutez, simplement d'abord remercier Vincent Valenduc pour la qualité de son témoignage. Je pense qu'on peut d'ailleurs l'applaudir. Voilà, un témoignage d'une grande simplicité, d'une grande sincérité. Et on n'a pas parlé de façon générale, mais c'est aussi votre expérience et votre vécu qui a parlé avec beaucoup de sincérité. Donc merci pour ce temps d'échange qui nous a tous beaucoup intéressés. Merci, chère marraine, d'avoir été présente et merci du soutien que vous apportez à travers le Fonds AXA pour le progrès humain à cette formation. Merci à celles et ceux qui sont venus, souvent de loin, pour participer à cette soirée et rejoindre notre petite communauté autour de cette question des aidants et du répit. Je souhaite à nos étudiants une bonne soirée. Reprenez des forces avant demain, puisque l'enseignement continue. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci encore.